Mes chers camarades, bien le bonjour, que vous nous suiviez en direct sur Twitch ou en rediffusion sur la chaîne YouTube Nota Bonus ou même en podcast puisqu'on est absolument partout. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé dans les industries au 19e et 20e siècle en recevant une invitée, l'historienne Judith Reinhorn, qui est spécialiste des migrations internationales durant l'époque contemporaine, mais aussi de l'histoire du travail et de la santé au travail, ainsi que de l'histoire environnementale des mondes urbains au 19e et 20e siècle. Elle a soutenu en 2001 une thèse sur les migrants italiens à Paris et à New York, et en 2015, elle a une habilitation à diriger des recherches qui est adaptée en 2019 en livre, Blanc de plomb, Histoire d'un poison légal, qui a quand même reçu 3 prix académiques. Elle a écrit d'autres ouvrages en lien avec ces thématiques, comme Le chemin, la rive et l'usine, faire de l'histoire environnementale avec Geneviève Massard-Guilbault en 2023, avec plusieurs autres chercheurs, ou Santé et travail à la mine, 19e, 21e siècle en 2014. Elle écrit actuellement une biographie d'Alice Hamilton et un livre sur les intoxications dues à l'arsenic en Angleterre, tout un programme, mais je vous en dis pas plus puisqu'on va peut-être en reparler aujourd'hui. Bonjour Judith. Bonjour et merci de me recevoir ce matin. Avant de commencer cet entretien donc sur la santé au travail dans cet essor de l'industrie, notamment au 19e, il y a une question que j'aime bien poser aux invités, c'est comment est-ce que toi, t'en es arrivé là? Comment est-ce que t'en es arrivé à travailler sur ces sujets-là, en fait? C'est quelque chose qui te touche, et de par une histoire familiale? Alors, c'est évidemment une question qu'on se pose à certains moments où on prend comme ça un petit temps de pause et qu'on jette un regard rétrospectif sur son propre parcours. Pourquoi, en effet, l'histoire de la santé au travail? Alors, je vais peut-être pas remonter à pourquoi historienne, ça nous emmènerait trop loin. Et puis, c'est aussi le fruit de rencontres, de hasards. J'étais plutôt partie pour faire de la littérature, et puis finalement, c'est beaucoup des profs en fait qui m'ont passionnée, qui m'ont déviée finalement, séduite, sortie du chemin que j'avais pris pour finalement m'emmener vers les histoires et la géographie, et puis finalement j'ai restreint, si je puis dire, à l'histoire. Pourquoi ces sujets-là? Alors en fait, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, j'ai d'abord fait une thèse sur l'histoire des migrations internationales. Et là, en effet, c'est une histoire de famille, si je puis dire, puisqu'une partie de ma famille, enfin mes 2 grands-pères, en fait, viennent d'Europe orientale au début du XXe siècle en France, et qu'ensuite, toute l'histoire de la famille part de là, on va dire. Donc la question de la migration, c'est une question qui m'intéressait. Et puis, c'est aussi le fruit d'un contexte. Moi, j'ai fait mes études dans les années 90, et 90 et début des années 2000. Et c'est vrai que c'est une période où on parle beaucoup de la question de l'immigration en France, où je dirais, d'une certaine manière, ce qu'on appelait alors le Front National a réussi à imposer comme un sujet de société et un sujet de débat politique la question de l'immigration en France. Et c'est le moment aussi, la fin des années 80, le début des années 90, où apparaissent les premières sommes, en fait, les premiers livres sur l'histoire de l'immigration en France qui présentent la France comme un pays d'immigration. Donc tout ça, ça a évidemment joué dans mon intérêt pour l'histoire de l'immigration, mais j'ai pas du tout voulu travailler en thèse sur mes histoires de migration familiale. J'ai décalé complètement et je me suis intéressée aux Italiens, alors que j'ai absolument aucune origine italienne. Pourquoi les Italiens? Parce que d'abord parce que je parlais l'italien, donc ça aide évidemment pour les sources. Et puis aussi parce que ce qui m'intéressait, en fait, c'était parce que c'était l'époque où on parlait beaucoup du modèle de migration, du modèle d'immigration, du modèle d'intégration français, modèle avec beaucoup de guillemets, et qu'on passait son temps à le comparer au modèle d'immigration américain, en disant, les Américains, ils font comme ça, nous, on fait autrement, eux, c'est le multiculturalisme, nous, c'est l'universalisme, etc. Et en fait, j'ai voulu, dans ma thèse, questionner ce qui se disait, en fait, beaucoup, à la fois, évidemment, dans le débat social et politique, mais aussi chez les chercheurs. Et donc, en fait, confronter ces 2 modèles. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de comparer Paris et New York, 2 grandes villes d'immigration, sachant que, évidemment, la France et les États-Unis, à l'échelle du XXe siècle, se font partie des 2 plus grands pays d'immigration. Ce sont les 2 plus grands pays d'immigration au cours de cette période. Donc, de prendre 2 métropoles, parce que je m'intéressais déjà beaucoup à la ville, et ça, c'est vraiment un fil conducteur sur l'ensemble de mon parcours.
Et donc, les Italiens font partie, en fait, c'était soit les Juifs d'Europe de l'Est, soit les Italiens, soit, sur une période plus récente, les Chinois, en gros. Donc, j'avais le choix entre ces 3 types de groupes, même si ce mot groupe ne veut pas dire grand-chose, tellement ils sont divers. Et donc, j'ai choisi les Italiens, voilà, qui correspondaient aussi, à mes compétences linguistiques. Et, donc, voilà comment j'en suis arrivée à travailler là-dessus. Et alors ensuite, après cette thèse, qui m'a beaucoup intéressée, mais voilà, j'ai envie de changer aussi l'eau du bocal. C'est compliqué quand on travaille sur un sujet de ne pas devenir Madame immigration italienne, Monsieur machin, voilà, et d'être un peu le recours permanent. Donc, je n'avais pas envie de ça. Et en fait, j'ai un peu dévié vers les questions d'histoire du voisinage, qui évidemment avaient été en lien avec cette histoire d'immigration. Comment on vit ensemble dans la ville de manière contrainte, comment dans un quartier urbain on cohabite finalement alors qu'on n'a pas choisi de cohabiter avec d'autres types de populations. Et donc, j'ai écrit un bouquin sur l'histoire du voisinage, qui n'a pas été cité tout à l'heure, mais c'est une étape de ce que j'ai fait aussi. Je me suis intéressée à cette question du voisinage en ville. Et à travers l'histoire du voisinage, progressivement, je suis arrivée à la question de voisiner, non pas avec des humains, mais avec des activités économiques. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette construction à partir du début du 19e siècle d'une ville qui est à la fois un espace d'habitation, évidemment, de population, mais aussi une ville qui connaît cette transformation massive de son paysage avec l'industrialisation. Et quel problème ça pose, en fait, ce voisinage, cette cohabitation entre les habitants et l'industrie. Et du coup, j'en suis arrivée à cette question en fait de la cohabitation, de qu'est-ce que ça fait de vivre à côté d'usines qui crachent des fumées bizarres, dont on se méfie, etc. Et aussi aux questions de santé, non pas cette fois environnementale par les usines qui crachent des fumées, mais aussi de santé au travail, par le fait, je reviens au début, que les migrants sont très souvent les populations laborieuses qui sont confrontées, on va dire, aux conditions de travail les plus difficiles, les plus dangereuses, et que donc j'avais effleuré, en fait, en travaillant sur les Italiens qui travaillaient à Paris, par exemple, dans les fabriques d'allumettes, ou dans la métallurgie, ou dans les abattoirs, parce que j'ai travaillé beaucoup sur le quartier de la Villette, au 19e et au 20e siècle, ou encore dans les usines de sucre, par exemple. Et donc, je rencontrais des accidentés du travail, etc. Et donc, tout ça a constitué une espèce de convergence vers ce sujet de la santé au travail. Là encore, le contexte, je dirais, politique générale n'était pas pour rien. J'ai commencé à m'intéresser à ça au début des années 2000, 2005, et très vite sont arrivés tous les grands scandales de santé publique liés au travail, les vagues de suicides chez France Télécom, les vagues de suicides de cadres chez Renault, etc. Et la question de la santé au travail, qui était plutôt vue sous l'aspect risques psychosociaux, c'est-à-dire santé mentale au travail, est devenue un sujet en fait. Et donc moi j'ai toujours été très intéressée à travailler sur des questions pour lesquelles il y a une espèce de demande sociale en fait, qui est la mienne en fait, qui correspond à mes interrogations aussi en tant que citoyenne, et donc du coup essayer de répondre à cette question qui est si aujourd'hui on s'intéresse à la santé au travail et à la question des risques finalement dans l'espace de travail, c'est une question qui a dû se poser bien avant. Et bon, la dureté du travail dans l'industrie, on n'a pas attendu pour la connaître. On sait très bien évidemment que c'était le cas et que c'est toujours le cas d'ailleurs. Et donc c'est comme ça en fait que s'est passé le cheminement depuis l'histoire des Italiens jusqu'au sujet que je travaille aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, c'est bien de peut-être borner un petit peu les choses et d'expliquer de quoi on va parler. Donc, est-ce que tu pourrais nous définir déjà ce qu'on appelle une industrie ? Alors, ça, c'est une vaste question. Je ne suis pas sûre que l'heure et demie qui vient suffise à y répondre. C'est la première question, il y en a pas mal. Oui, c'est ça, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Puis aussi, je ne suis pas une historienne de l'économie, je tiens à le dire. Je suis vraiment une historienne du social. Et donc voilà, je vais donner évidemment quelques éléments. Alors, surtout, le terme industrie, son acception a complètement changé, en fait, depuis qu'elle existe, l'industrie. D'abord, c'est un terme qui est très ancien. On trouve la question de l'industrie, on trouve ces termes-là dans les sociétés antiques. L'industrie, je dirais, jusqu'à l'époque moderne, ça veut dire, en fait, le travail de transformation d'une matière première. Donc, en fait,
tout travail, je sais pas moi, un cordonnier qui fabrique des chaussures, c'est une industrie au sens d'un travail, hein, d'une activité à partir d'une matière première qui n'est pas une activité agricole. Voilà, on pourrait dire l'industrie, ça correspond à des activités qui ne sont pas agricoles, les activités agricoles étant l'essentiel des activités productives dans les sociétés anciennes et médiévales. Mais donc on parle aussi d'industrie au Moyen-Âge pour parler, par exemple, de la soie, du textile, de quantité de produits qui sont fabriqués. En fait, ça désigne jusqu'à la fin du XVIIIe siècle ce que nous, on appellerait plutôt de l'artisanat, hein, des activités artisanales. Voilà, donc, et le terme, évidemment, se modifie considérablement avec l'entrée dans ce qu'on appelle, même si on va peut-être en parler, la révolution industrielle. Là aussi, le terme a évidemment beaucoup, beaucoup bougé, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle. Et alors justement, c'est quoi cette révolution industrielle? Alors, la révolution industrielle, le terme lui-même, je le mettrai entre guillemets, parce que le terme est lui-même sujet à discussion historiographique. Il a été, hein, depuis 50 ans au moins, sujet à des débats entre chercheurs, entre historiens. Évidemment, dans le terme révolution, il y a quelque chose de brutal et d'un retournement complet, hein. La révolution de la Terre, c'est le fait qu'elle tourne sur elle-même, donc la révolution, ça signifie quelque chose qui bouleverse complètement l'état de fait, hein, voilà, la situation. Donc le terme de révolution industrielle, il a d'abord été utilisé depuis en fait le milieu du 19e siècle, c'est-à-dire de manière quasiment contemporaine, hein, à la révolution industrielle elle-même, pour désigner en fait un processus historique qui aurait commencé donc à la fin du 18e et qui fait en quelque sorte basculer une société à dominante agraire et donc artisanale, hein, même si on appelle ça de l'industrie à l'époque, vers une société où la production se passe dans des espaces beaucoup plus vastes, où la production s'accroît de manière très importante, et dans une société qui devient une société de commerce, une société de transport, où on échange en fait des biens de manière beaucoup plus importante qu'on ne le faisait à l'époque, et sur des distances beaucoup plus grandes également. Donc cette transformation de la révolution industrielle, on peut dire, elle est évidemment liée aussi à la modification du système de transport. Et elle est liée, bien sûr, au développement des chemins de fer, hein, et elle affecte de manière très importante à la fois l'économie, mais aussi, bien sûr, l'économie rurale et l'agriculture, hein, mais aussi la politique, la société. Elle a des conséquences sociales absolument considérables, mais aussi l'environnement. Donc, voilà pour une définition, on va dire, très globale. Ce que je peux juste dire, c'est que voilà, elle est liée à la transformation aussi de l'énergie, en fait, hein, qu'on utilise pour travailler. Et il y en a eu qu'une seule ou plusieurs? Il y a eu différentes vagues, hein. D'abord, il y en a eu plusieurs. Alors, on a l'habitude, hein, de désigner le mot révolution industrielle avec la première, la deuxième, la troisième révolution industrielle. Alors, bon, encore une fois, et je nuancerai tout à l'heure, ce qu'on appelle première révolution industrielle, c'est la révolution liée à l'usage massif du charbon et du chemin de fer, qui donc révolutionne en effet complètement à la fois la production et les échanges. Le charbon, c'est-à-dire la machine à vapeur, en fait, hein, donc, et c'est donc l'entrée dans le monde de la machine à vapeur, donc à la toute fin du XVIIIe et surtout dans la première moitié du XIXe siècle, hein, qui va révolutionner complètement les modes de travail et donc évidemment la recherche aussi de la source d'énergie. Ça, c'est donc ce qu'on appelle la première révolution industrielle. C'est une époque où il y a encore peu de grosses usines, on travaille beaucoup sous la forme de petits ateliers, etc. Ce qu'on appelle la seconde révolution industrielle, elle est plutôt liée, donc, je dirais à partir des années 1870-80, hein, à l'usage massif de l'électricité, puis des énergies fossiles, d'autres énergies fossiles. Il y avait déjà le charbon avant, mais disons du pétrole et du gaz, et là lié au développement de l'automobile. Donc, alors bien sûr, c'est lent, hein, ça a beau être une révolution, c'est lent quand même, on va dire.
c'est-à-dire ça couvre la période fin du 19e, milieu du 20e siècle. Et puis ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, c'est une révolution qui serait liée plutôt là au développement de l'informatique et qui concerne plutôt la seconde moitié du 20e siècle. Alors je voudrais tout de suite nuancer en fait ces catégories, on va dire, parce qu'en fait la question, encore une fois, le mot révolution industrielle indiquerait quelque chose de brutal et de rapide, et ça a été très largement remise en cause en fait par l'historiographie. Peut-être terminer sur la question des phases. Là, dire simplement que évidemment, cette révolution industrielle, ces transformations majeures, elles n'ont pas lieu partout au même moment et de la même manière. Les révolutions industrielles, plutôt que là, elles désignent en fait différentes vagues d'industrialisation qui se succèdent dans différents pays à partir du milieu du XVIIIe siècle. Les premiers espaces concernés, c'est évidemment l'Angleterre, et en particulier le cœur et le nord de l'Angleterre, donc à partir de la fin du XVIIIe siècle. Puis, dans la foulée, je dirais, la Belgique, que nous, Français, on a souvent tendance à oublier. La petite sœur belge, en fait, elle s'est industrialisée bien avant la France, dès la fin du XVIIIe siècle, et la Belgique, les années 1800, la Belgique, c'est-à-dire la Wallonie, en fait, la Belgique francophone. Puis le nord de la France au début du XIXe siècle, la partie septentrionale de la France. Donc ça, c'est vraiment la première vague qui elle-même donc s'étend entre le milieu du XVIIIe et les premières décennies du XIXe. Et puis l'Allemagne et les États-Unis sont entrés dans une seconde phase à partir du milieu du XIXe siècle. Et puis ensuite, à partir de la fin du XIXe siècle, le Japon, la Russie, qui forme vraiment un troisième espace, en même temps que l'Europe du Sud, l'Italie notamment, et notamment l'Italie du Nord. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, sur un siècle, en fait, le démarrage de cette révolution industrielle, il se diffuse de manière très différente, évidemment, selon ces espaces. Et alors, depuis quand on étudie ces révolutions industrielles? Est-ce qu'on a commencé tout de suite à travailler dessus? On a commencé tout de suite à travailler dessus. D'abord, je ne sais pas quand on a commencé à travailler. Disons que on s'y est intéressé, je le disais, de manière presque contemporaine au phénomène lui-même. Des observateurs, dès les années 1830-40, prennent un peu de recul et commencent à montrer qu'il y a des transformations massives qui ont, et je le dirais là vraiment, surtout des conséquences sociales. Et ce sont les grandes enquêtes sociales qui deviennent vraiment extrêmement nombreuses et importantes à partir des années 1840 surtout, et qui portent sur la situation des ouvriers et l'apparition de ce nouveau phénomène, on dirait, qui est lié à cette transformation brutale qu'implique le terme de révolution industrielle, qui est ce qu'on appelle le paupérisme. Encore une fois, moi je m'intéresse surtout aux questions de transformation de la société liées à cette transformation de l'économie. Qu'est-ce qu'on appelle le paupérisme? Eh bien, c'est le fait que des gens qui travaillent, des populations qui sont au travail, donc c'est quelque chose de très différent de la pauvreté qu'on définissait à l'époque moderne comme précisément les gens qui n'avaient pas accès au travail. Voilà, et donc le paupérisme, ce sont des gens qui travaillent, désigne cette réalité, on va dire, donc de populations qui travaillent mais qui ne peuvent pas vivre de leur travail. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les working poor, c'est-à-dire des gens qui ont une activité, même si elle est à plein temps, et le plein temps, on en reparlera peut-être, le plein temps au 19e siècle, c'est beaucoup, beaucoup de temps, et qui pourtant ne peuvent pas en vivre. Ça veut dire que, en fait, cette transformation brutale qu'implique ce terme de révolution industrielle, même si, encore une fois, on peut vraiment le nuancer, parce que c'est parfois beaucoup moins brutal que le terme lui-même ne donne l'impression, en fait, produit des migrations, notamment vers les espaces productifs, et puis justement l'apparition, en fait, d'une situation sociale qui touche un nombre considérable et croissant de populations, et qui sont des populations qui se paupérisent de manière très très importante, qui sont généralement des populations rurales qui travaillent donc désormais dans l'industrie, mais qui
sont dans la misère la plus noire, alors même qu'ils travaillent. Alors depuis quand on travaille là-dessus? Je dirais pour les historiens depuis le milieu du XXe siècle, hein. Et donc évidemment, ça c'est d'abord passé par une grande histoire économique, avec Labrousse, avec Braudel, voilà, sur les grandes évolutions de très long terme, qui ont montré précisément comment l'industrie est devenue le moteur de la croissance économique, en fait, à partir de la fin du XVIIe siècle, on pourrait dire même à l'échelle mondiale, et comment finalement ces transformations ont aussi stimulé ce qu'on a appelé le progrès technique. Donc encore une fois, on a parlé de révolution industrielle, c'est un terme qu'aujourd'hui on emploie assez peu, hein. On parle de transformation de l'industrialisation, on parle d'industrialisation au pluriel, plus que de révolution, justement pour nuancer ce caractère brutal. Et alors comment expliquer qu'à cette époque l'industrie va s'installer essentiellement dans les villes ? Alors ça, je dirais, c'est un phénomène, c'est toujours un peu le problème de l'œuf et de la poule. Hein. C'est-à-dire, voilà, l'industrie s'installe dans les villes, mais les villes sont liées à la présence de l'industrie. Donc voilà. Pourquoi alors d'abord, je dirais, c'est pas complètement vrai que l'industrie s'installe essentiellement dans les villes. D'abord parce qu'avant le 19e et même encore pendant les premières décennies du 19e siècle, comme je l'ai dit, l'industrialisation concerne essentiellement quelques espaces en Angleterre et en Europe du Nord, en Belgique wallonne. Et elle existe surtout sous la forme de ce qu'on a appelé le Verlag système, puis le domestic système, c'est-à-dire sur en fait un système de production qui ne ressemble en rien à ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on imagine aujourd'hui évidemment de ce que c'est que l'industrie, c'est-à-dire globalement des gros espaces productifs, hein, très vastes avec beaucoup d'ouvriers, etc. C'est pas du tout le cas dans la première partie de cette industrialisation. À cette époque, l'industrialisation, elle fonctionne justement sur une complémentarité entre la ville et la campagne, aussi beaucoup sur les petites villes qui sont précisément liées à la campagne, parce que dans la campagne, il y a beaucoup de main-d'œuvre, hein, il y a beaucoup d'habitants. C'est aussi le 18e une période d'amélioration des conditions d'hygiène et donc d'explosion démographique. On se nourrit mieux, on se soigne un petit peu mieux, et donc il y a moins de guerres aussi sur le territoire, en France en particulier. Et donc, le pays en France, là, si je parle de la France, est un pays jeune, hein, au XVIIIe siècle, où la population s'accroît de manière considérable. Donc, il y a il y a une population rurale très importante, et donc l'industrialisation va passer d'abord par la mise au travail pour des activités productives de type industriel de cette population rurale. Et donc, ça veut dire qu'il y a en gros, globalement, c'est ce qu'on a appelé aussi la proto-industrialisation, hein, c'est-à-dire la pré-industrialisation des fabricants, par exemple dans le textile, qui vont donner du travail à des ouvriers qui sont en fait des paysans, qui vont travailler chez eux et qui vont se faire un revenu supplémentaire, en particulier pendant les mortes saisons, mais de plus en plus de manière concomitante en fait avec les travaux agricoles. Il va par exemple utiliser davantage les enfants ou utiliser davantage les femmes, donc dans l'espace rural, mais qui va amener du coup à industrialiser, en fait à lier, hein, par le phénomène de l'industrie, les espaces ruraux et les espaces urbains où se situent finalement les donneurs d'ordre en quelque sorte. Et donc voilà, l'industrie n'est pas d'abord un phénomène urbain. En revanche, avec à la fois la croissance de la population et la croissance de l'activité industrielle, de plus en plus, donc ça se passe dans les villes. Pourquoi ? Mais d'abord parce que, je l'ai dit, avec la croissance démographique, c'est-à-dire avec le fait que les campagnes sont de plus en plus peuplées, les campagnes, l'agriculture, l'activité agricole n'arrive plus à nourrir, à faire vivre toute cette population. Donc, on est dans des campagnes qui sont pleines de gens. Et donc, pour pouvoir se nourrir, beaucoup de ces ruraux vont migrer vers les villes, en espérant trouver un marché de l'emploi, en fait, plus important dans les villes. Donc, en fait, l'industrialisation est très, très liée avec le phénomène d'urbanisation. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est évidemment très, très important. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, je vais dire, donc,
des premières décennies du 19e siècle, que ces phénomènes sont extrêmement liés, que finalement, les villes vont devenir le lieu d'implantation de grandes manufactures, mais certaines s'implantent aussi dans les campagnes. Si on pense à Saint-Gobain, par exemple, grande manufacture de verre et de miroiterie à l'époque moderne, au XVIIe siècle, ça, c'est les grandes manufactures de Colbert s'implantent aussi dans les espaces ruraux. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le verre de Saint-Gobain a besoin de bois parce qu'il n'y a pas de charbon, donc on a besoin de bois comme énergie pour faire aller marcher les fours dans lesquels on va faire du verre et des miroirs. Et donc, on va s'installer près d'une forêt, pas trop loin de Paris. Saint-Gobain, ça se trouve dans l'Aisne, donc à une centaine de kilomètres de Paris, mais à côté d'une grande forêt. Et cette forêt, elle va servir en fait d'énergie pour faire fonctionner les fours. Donc, le lien entre industrie et urbanisation, il est évidemment, il existe, je vais y revenir, mais il ne faut pas toujours lier industrie et urbanisation, parce que l'industrialisation, elle se fait aussi dans les campagnes. J'ai donné cet exemple, mais je pourrais en donner beaucoup d'autres, notamment les mines, bien sûr. Les mines s'installent pas dans un endroit choisi, mais les mines s'installent dans un endroit où tout simplement le sous-sol recèle de la matière première qui est le charbon. Donc, elles s'installent généralement dans des espaces qui sont des espaces ruraux. Et c'est une fois que la mine est installée, que la population vient s'agglomérer autour. Donc là, on est dans un système qui est différent, c'est-à-dire que c'est l'industrie qui appelle l'urbanisation et non le contraire. Et puis le dernier élément, je pense important à dire aussi, c'est que l'industrialisation, elle a besoin de transport. Elle a besoin d'un réseau de transport parce que ce qu'elle fabrique, il faut qu'elle le vende, il faut qu'elle le commercialise, et donc elle a besoin de se situer dans un espace qui est un espace facilement accessible. Et donc les nœuds routiers d'abord, puis ferroviaires, routiers ou de navigation, les ports évidemment, mais aussi et surtout au XIXe siècle ferroviaires, vont évidemment, donc les villes, il y a plus bien sûr, on relie entre elles les villes avec le chemin de fer, mais de la même manière, le chemin de fer crée aussi la ville. Parce que le fait qu'il y ait du chemin de fer crée une agglomération de population qui va venir s'installer à un endroit où il y a du travail, et il y a du travail parce qu'il y a aussi des facilités de transport, en fait. Donc, de relier des espaces de production et des espaces de consommation. Alors, et quel grand type d'industrie on peut trouver au 19e siècle en France, par exemple ? Alors, les mines, évidemment, font partie, je dirais, de l'industrie la plus fondamentale. Pourquoi ? Parce que précisément, l'industrie minière, c'est une industrie qui recherche la source d'énergie. Donc, évidemment, en particulier, bien sûr, le charbon. Alors, il y a quantité d'autres mines que du charbon. La mine de charbon reste pour nous, en France, en Angleterre et dans beaucoup de pays, la mine par excellence, on va dire, parce que évidemment, c'est en effet celle qui est la plus productive. Mais les mines, d'abord, elles existent depuis l'Antiquité. Les mines, il y en a beaucoup dans les mondes antiques, et il y en a beaucoup aussi au Moyen-Âge, qui sont généralement des mines de métal, ce qu'on appelle des mines métalliques. Des mines de plomb, des mines d'or, des mines de bauxite, des mines de divers métaux qui sont utilisés dans l'industrie et dans l'artisanat. Donc la mine, évidemment, elle constitue en quelque sorte, par le fait que le charbon qui va remplacer le bois très largement, comme je l'ai dit avec l'exemple de Saint-Gobain tout à l'heure, comme énergie primaire en fait, pour faire fonctionner l'industrie et les machines à vapeur. Le charbon, évidemment, et donc les mines constituent un secteur, on va dire, massif du développement industriel au XIXe siècle, mais bon, qui dépend aussi de la richesse du sous-sol. On ne peut pas décider d'installer une mine là où il n'y a pas de matière première. Donc, c'est quand même une industrie qui est très, très liée, bien sûr, aux conditions, je dirais, géologiques. L'autre grande industrie absolument massive du XIXe siècle, c'est le textile. Le textile, qui évidemment là encore existe depuis l'Antiquité, et qui s'est considérablement développé au Moyen-Âge dans certaines régions, avec les grandes foires comme les foires lombardes, les foires de Champagne, qui servaient justement à échanger cette industrie, cette production de l'industrie textile, également beaucoup au XVIIIe siècle. Et puis là, on entre vraiment dans l'industrialisation avec l'usage de machines pour l'industrie qui vont évidemment considérablement transformer les conditions de fabrication.
Voilà. Mais l'industrie, elle est aussi diverse, je dirais. Voilà, je vous ai là parlé de deux énormes. L'industrie textile, en France, elle emploie 30 à 40% de la main-d'œuvre industrielle au 19e siècle. Donc, c'est le secteur le plus massivement occupé. Maintenant, l'industrie, elle couvre des champs absolument considérables. Et encore une fois, des champs que nous, on considérerait pas comme industriels, mais qui, je sais pas moi, la fabrication que sais-je, des petites fabriques de clous, des petites fabriques chimiques, voilà, ça couvre une diversité absolument considérable de production. Tu viens de parler de chimie. Est-ce que la chimie a eu un rôle particulier dans le développement de cette industrialisation ? Alors, elle a eu un rôle absolument particulier, et puis il m'intéresse particulièrement parce que je vois qu'on arrive progressivement vers mes travaux. C'est bien préparé, hein ? Voilà. Bien sûr, la chimie joue un rôle tout à fait spécifique. Alors, qui est un peu décalé, au sens où la chimie, bon, alors on pourrait dire que la chimie, elle est née au moment de la Révolution française, approximativement. Je dirais classiquement dans l'historiographie, on considère Lavoisier comme le grand savant français de la fin du 19e et de l'aube du 20e siècle, comme du 19e. Oula, je recommence. Lavoisier, fin 18e, début 19e, je vais y arriver, fin 18e, début 19e. On considère donc Lavoisier un peu comme le père de la chimie. Donc la France serait le berceau de la chimie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des travaux de Lavoisier, mais disons que Lavoisier écrit ce qu'on pourrait considérer comme le premier manuel de chimie moderne, qui s'appelle le Traité élémentaire de chimie, en 1789. C'est une autre révolution qui commence à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met en fait en évidence le rôle de l'oxygène et il commence en fait à définir les notions de corps chimique. Donc c'est vraiment une révolution. Et à partir de là, ce que l'on constate très rapidement en fait, et c'est une époque d'innovation absolument considérable et d'émergence de la figure du savant. Alors le savant ressemble pas du tout à l'époque à ce qu'on considère aujourd'hui comme un savant. Le savant est bien souvent un artisan du savoir, quelqu'un qui bricole dans son atelier et qui fait des essais, qui essaie de mélanger des substances, etc. Et donc cette chimie, elle offre, c'est évident à partir des premières années du 19e siècle, elle offre des transformations, des possibilités considérables de transformation avec l'apparition de nouveaux procédés. Et donc c'est vrai que cette période, fin 18e et surtout premier 19e siècle, c'est vraiment une période d'ailleurs où on voit les brevets d'invention exploser, où apparaît vraiment une effervescence en quelque sorte d'inventeurs qui chacun essaie de transformer en apportant sa petite pierre et son invention, les transformations de l'industrie. Cette industrie, quand elle va s'installer, on va se concentrer un peu sur la ville, quand elle va s'installer en ville, elle s'installe plutôt au cœur des villes ou en périphérie ? Parce que déjà, par exemple, durant la période médiévale, on a des industries qui sont déportées en fait par rapport aux villes. Alors l'industrie, elle s'installe. D'abord, tout dépend de ce qu'on appelle industrie. Quand l'industrie désigne le petit atelier de fabrication de chaussures qui emploie 2 ouvriers et un maître cordonnier, elle s'installe en pleine ville. Parce que, en fait, c'est une industrie qui est très évidemment liée à un commerce de proximité. Donc voilà. L'industrie donc s'installe au cœur de la ville. L'industrie au sens plus moderne, on va dire, du terme, s'installe plutôt en périphérie, même si, encore une fois, il faudrait nuancer en fonction aussi de ce qu'est une ville, c'est-à-dire la périphérie d'une ville comme, je dirais, je sais pas moi, Limoges en 1820, ça commence dans le centre, vraiment, parce que c'est une petite ville à ce moment-là et marquée par un environnement rural très important. La périphérie d'une ville comme Paris, évidemment, c'est complètement différent. Donc, je dirais que les petites industries, s'installent plutôt dans le centre. Les plus grosses industries, mais elles sont lentes à intervenir, s'installent plutôt en périphérie. Mais évidemment, périphérie de la ville en 1820, c'est plus périphérie de la ville en 1850, et encore moins en 1900. Donc, il est évident que la question de la proximité entre habitation et usine, elle se transforme considérablement au fur et à mesure de l'accroissement de la ville, de manière du paysage urbain, en fait. Et des entreprises qui se sont installées dans ce qu'était la périphérie en 1820 se retrouvent complètement au centre-ville 30 ans plus tard.
Pourquoi elle s'installe plutôt en périphérie? Parce que l'industrie, plus elle grandit, plus elle s'industrialise, on va dire, hein, dans le sens où on l'emploie aujourd'hui, plus elle a besoin d'espace, en fait. Donc, les cœurs de ville sont souvent encore le reste des villes médiévales ou des villes de l'époque moderne, donc des villes extrêmement congestionnées, extrêmement serrées, avec des rues étroites. Quand on a besoin d'espace, c'est pas du tout pratique, hein, évidemment, de s'installer en cœur de ville. Mais encore une fois, la question de qu'est-ce que c'est que la périphérie, ça se modifie considérablement au cours du 19e et du 20e siècle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, les usines et les habitations commencent à partager parfois le même territoire. Voilà, exactement. Et donc, ça provoque forcément des conflits, on va dire des conflits d'usage du sol, hein, puisque ce sont évidemment l'industrie, en quelque sorte, devient de plus en plus importante et prégnante, hein, dans le paysage urbain. Et donc, d'abord, ça change complètement la physionomie des villes. Et ça, on le voit très bien à partir des années 1820, 1830, déjà un peu plus tôt même en Angleterre. Dès les années 1790-1800, il y a des représentations, hein, des gravures qui représentent Manchester, par exemple, qui montrent déjà, dans un environnement très bucolique, qui montrent déjà une flaque urbaine avec des cheminées qui, à l'époque, ne sont pas très hautes, hein, qui font quelques mètres, quelques dizaines de mètres de haut au maximum, mais qui transforment considérablement, évidemment, le paysage, et puis avec des bâtiments qui sont de plus en plus importants, de plus en plus vastes, qui ressemblent vraiment à des grandes casernes en quelque sorte, hein. C'est en tout cas dans l'imaginaire du début du 19e siècle plutôt à cela qu'on va les comparer, parce qu'on connaît pour le coup les grandes casernes de l'époque moderne, et donc ça transforme considérablement le paysage urbain. Et donc ça produit forcément des conflits pour l'usage du sol. Également parce qu'il y a encore en ville à cette époque-là, et même en plein cœur de ville, un usage agricole du sol qui continue d'exister, hein, avec des jardins, voilà, et des jardins, y compris des jardins productifs, hein, voilà. Donc finalement, ces conflits qui vont apparaître, qui sont, on pourrait dire, des conflits de voisinage, hein, et sur lesquels justement j'ai travaillé d'abord sur toutes ces questions de prérogatives pour l'usage du sol urbain, vont apparaître et vont créer nécessairement vont créer des sources pour l'historien et l'historienne, puisque quand il y a conflit, généralement, il y a source. Donc ça, c'est évidemment à la fois, je dirais, un grand intérêt pour nous, et en même temps, il faut en avoir bien conscience, quelque chose qui, en quelque sorte, tord un peu la réalité et qu'on peut restituer en tant qu'historien et historienne, parce que, je dirais, les rapports sociaux apaisés créent forcément beaucoup moins de sources que les conflits. Et donc, l'historien et l'historienne ont souvent tendance à survaloriser les conflits, puisque ce sont les conflits qui apparaissent dans les sources. Donc ça, il faut quand même l'avoir de manière très claire à l'esprit. Ça veut dire que même quand on parle de conflits d'usage pour le sol avec l'industrie, il faut aussi penser qu'à côté de ça, mais il y a aussi des rapports très apaisés et des urbains tout simplement qui ne réagissent pas, hein, ou qui sont voire tout à fait contents de voir ces espaces de travail s'installer dans l'espace urbain. C'est comme les commentaires YouTube ou les avis Google, quoi. On voit plus les gens qui se plaignent que quand ils disent C'est tout ça. va bien. Exactement. C'est tout à fait ça. Et alors, vu que l'objet de cet entretien reste l'impact de cette industrie sur la santé, est-ce que justement cette proximité de plus en plus évidente entre les usines, les habitations et tout le reste va engendrer certains risques ? Alors, en effet, la présence de ces usines dans l'espace urbain va évidemment engendrer des risques, et je dirais le premier de ces risques, il n'est pas spécifique à un type de production industrielle. Le risque le plus craint et le plus réel, c'est l'incendie. C'est l'incendie. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, l'industrie est massivement liée, comme je l'ai dit, l'industrialisation est massivement liée à la machine à vapeur, donc à l'usage de la forge, donc à l'usage du feu, hein, et que l'usage du feu dans un espace qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est assez congestionné, assez serré, fait craindre des grands incendies. Et des grands incendies, il y en a
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une thèse très intéressante qui a été soutenue l'année dernière sur cette question, sur la question de l'incendie en ville, Jacques Bury, qui j'espère sera bientôt un livre. Elle était colossale, alors j'imagine qu'il doit être en train de travailler à en faire un format plus éditable, publiable, et qui montre qu'en fait, mais dans une ville comme Paris, au 19e siècle, il y a plusieurs incendies chaque jour. Alors évidemment, ce sont des petits incendies, mais il y a aussi d'immenses incendies. Alors les immenses incendies ont toute leur histoire, de l'incendie de Rome au grand incendie de Londres en 1766. Voilà, toutes les villes ont connu des incendies ravageurs, l'incendie de Chicago à la fin du 19e siècle. Mais disons qu'au-delà de ces immenses incendies, qui là encore sont des catastrophes, bien sûr, ont marqué les esprits, ont fait parler d'eux, il y a des incendies quotidiens tout le temps. Et donc le problème, c'est qu'on sait très très mal lutter contre les incendies, et donc le premier risque, est vraiment celui qui est le plus craint, c'est celui du feu. Et puis au-delà de ce risque du feu, ce que l'on voit apparaître de plus en plus, et dans une source dont il faudrait que je dise un mot, qui sont ce qu'on appelle les dossiers d'établissement insalubre, ou les dossiers qu'on appelle aussi décommodo et incommodo, un syntagme en latin, c'est-à-dire sur les incommodités en fait de l'industrie. Eh bien, ces plaintes, elles concernent le bruit. Parce que quand on a une machine à vapeur, ça fait du bruit. On a aussi des marteaux, on a des rouages, on a donc des machines, des marteaux pilons, etc., qui évidemment produisent des bruits inconnus jusque-là, répétés, qui sont forts. On a aussi des odeurs. Alors les odeurs, elles existaient depuis bien longtemps, et tu as tout à fait raison de rappeler tout à l'heure que au Moyen-Âge, on se plaignait beaucoup des odeurs, des tanneurs par exemple, ou des diverses activités, des bouchers, des équarrisseurs, etc. Donc on se plaignait beaucoup des odeurs d'activités industrielles ou artisanales qu'on expulsait précisément des espaces de cœur de ville, on va dire. Ça continue avec les odeurs, et d'autant plus que beaucoup de ces odeurs sont des odeurs un peu nouvelles, et notamment les odeurs de la chimie. Et puis on se plaint aussi d'un certain nombre de choses qui sont vraiment du domaine de la vue, je dirais, c'est-à-dire par exemple des gens qui disent moi les feuilles des arbres de mon jardin sont flétries. Parce qu'il y a des fumées qui sortent de l'usine qui est juste à côté de moi, et en fait, les arbres de mon jardin sont complètement, ont l'air de crever, quoi. Voilà. Ou mon chien est mort. Mon chien qui passe son temps à jouer dans mon jardin, eh bien, il est mort d'une mort inconnue, et donc c'est certainement l'usine. Alors en fait, ces plaintes, elles ont toujours existé. Je pense que probablement elles sont beaucoup moins importantes que les gens qui ne se plaignent pas, c'est comme les avis de Google, mais on les voit dans les archives. Et donc évidemment, c'est intéressant parce qu'elles disent quelque chose du rapport, de la manière dont les urbains accueillent en quelque sorte cette industrialisation des villes, qui est encore une fois un phénomène relativement brutal. Et alors en France, ces rapports entre ville et industrie, ils vont tenter d'être réglés, mais sans du tout être réglé, par un décret qui est issu par l'Empire, par l'empereur, donc Napoléon, le 15 octobre 1810, et qui est une législation, une réglementation plutôt très intéressante, parce qu'elle est présentée en fait comme un moyen de réguler les rapports justement entre les urbains et ces nouvelles industries. Et donc l'historiographie a longtemps vu dans ce décret la première forme de protection de l'espace urbain contre l'industrie. En fait, c'est absolument pas comme ça que ça s'est passé, et ça, je le rends grâce à quelques historiens et historiennes, dont Geneviève Massard-Guilbault, que tu as évoqué tout à l'heure, mais également Alain Corbin, déjà dès les années 80-90, et puis Thomas Leroux plus récemment, qui ont montré qu'en fait, ce décret 1810, c'est absolument pas un décret qui sert à protéger les populations urbaines de l'industrie, c'est en fait exactement le contraire. C'est un décret qui sert à protéger les industriels des populations urbaines. Alors, dit comme ça, évidemment, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est effectivement le cas. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, avec la naissance de ces usines ou fabriques ou manufactures, enfin quel que soit le terme qu'on emploie, et qui plus ces deux derniers-là à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, donc dans l'espace urbain, eh bien, ces industriels, avec encore beaucoup de guillemets, étaient sujets en fait à des plaintes, y compris des plaintes donc dans le domaine judiciaire, de la part des habitants qui se révoltaient en quelque sorte contre ces nouvelles productions, ces nouvelles installations, qui craignaient donc les incendies et qui donc en quelque sorte mettaient en danger le développement industriel par ces plaintes et également par les procès qu'ils ont intentés, Et en même temps, il y a aussi une crainte, évidemment, des accidents très importants. Et il y a eu, pendant la Révolution française, en 1794, un accident qui reste jusqu'ici, et on espère que l'avenir nous en préserve, l'un des deux accidents industriels les plus graves de l'histoire de France, qui est après la catastrophe de Courrières de 1906, qui reste le plus important, l'explosion d'une poudrerie à Paris, dans le quartier de Grenelle. C'est la guerre révolutionnaire. La France se bat donc contre ses ennemis qui se sont coalisés contre la France révolutionnaire. Donc on fabrique le plus rapidement possible des armes, de la poudre à canon. Et cette poudrerie, donc, qui est dans le quartier de Grenelle. Alors voilà, par rapport à la question qu'on posait tout à l'heure, dans la ville, en périphérie de la ville, Grenelle, qui est aujourd'hui évidemment en plein Paris, on va dire dans le 7e, 15e arrondissement, était à l'époque évidemment en périphérie de la ville. Et donc cette explosion de la poudrerie de Grenelle, elle fait à peu près 1000 victimes. On ne sait pas exactement combien, mais c'est à ce moment-là qu'on voit justement les gens venir réclamer une indemnisation, soit pour eux-mêmes s'ils sont blessés ou amputés, etc., soit pour leur famille qu'ils ont perdue dans cette explosion, soit pour leurs biens. Mon cheval, ma carriole ont été soufflés dans l'explosion et c'est mon outil de travail, j'ai besoin. Voilà. Et donc le décret de 1810, il vient aussi après cette explosion de la poudrerie de Grenelle, une quinzaine d'années plus tard, en quelque sorte essayer de résoudre ces rapports. Mais il le fait dans une perspective, donc je disais, industrialiste. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de protéger l'industrie dont on peut pousser le développement, parce que l'industrie devient, dans ces années 1800-1810, le moteur de la croissance économique qu'on veut pousser, en particulier après la période révolutionnaire. Ce décret, donc, il va venir en quelque sorte protéger les industries contre les éventuelles plaintes des riverains. Pour comment? Eh bien, en obligeant les industriels à passer sous les fourches codines de l'administration, c'est-à-dire de demander une autorisation du préfet, donc une autorisation de l'État, dans tous les départements représentés par la préfecture, et dire, une fois qu'on a autorisé cette implantation industrielle, plus personne n'a rien à dire. Voilà. Donc c'est un moyen en quelque sorte de déplacer du côté de l'État et donc de légitimer l'industrie en disant, donc industriels, demandez-nous une autorisation d'exercer, les industriels demandent cette autorisation, on fait une petite enquête et dans une proportion massive, on autorise ces industriels à exercer. Alors parfois, on dit qu'il faudrait remonter un peu votre cheminée, il faudrait créer un mur anti-bruit en quelque sorte, donc une deuxième paroi entre tel élément très bruyant, etc., où il faudrait éloigner tel foyer de feu de telle habitation, etc. Mais globalement, une fois qu'un industriel est autorisé à exercer, plus personne n'a plus rien à dire dessus. Et donc, ça va être en fait le démarrage d'une industrialisation à la fois évidemment massive en termes de rythme économique, mais aussi d'une industrialisation de l'espace urbain et de la périphérie de l'espace urbain de manière très très importante en France. Et alors, j'imagine qu'il y a des industries qui sont plus dangereuses que d'autres pour les riverains. Alors, d'une part, quelles sont-elles? Et d'autre part, est-ce qu'il y a des industries qui auraient pu être inoffensives, mais dont les riverains se plaignaient quand même? Parce que aujourd'hui, c'est aussi un enjeu d'actualité, en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, attention, voilà, il y a tel produit, tel truc qui peuvent être dangereux », alors que derrière, il y a des scientifiques qui disent « Bon, a priori, non. » Voilà, c'est
C'est intéressant de voir si il y a 200 ans c'était ça aussi. Absolument. Alors, je dirais encore une fois, hein, les industries qui font le plus peur, c'est les industries qui manipulent le feu. Donc, c'est elles qui vont être classées dans la première classe de ce décret de 1810 qui va classer les industries en fait en 3 classes. Première classe, les plus dangereux, ceux qui demandent à être éloignés des habitations. Deuxième classe, un peu moins dangereux. Troisième classe, encore moins dangereux, mais qui demandent quand même une autorisation préfectorale. Alors, ce qui est amusant quand on regarde quels types d'industries sont classées dans quelle classe, en fait, on voit que, encore une fois, ce qui est considéré comme le plus dangereux, à la fois par l'administration et par les habitants, donc c'est toutes les industries qui manipulent du feu et c'est toutes les industries qui manipulent, en fait, l'animal. C'est-à-dire tout ce qui est autour du sang, de la mort, en fait. Et donc, certaines ne sont pas dangereuses en soi, mais elles produisent des odeurs très incommodantes. Je pense par exemple aux écarisseurs, aux abattoirs, etc. Elles ne sont pas forcément dangereuses pour les riverains, mais elles charrient évidemment ce qui, à la vue, les torrents de sang qui se déversent dans les caniveaux, et puis qui, à l'époque, on ne sait pas comment la plupart des maladies se diffusent. On est avant Pasteur, donc en fait, on ne sait pas très bien ce qui rend malade, et en particulier dans un espace un peu restreint et congestionné comme celui de la ville. Et donc, on a peur que toutes ces humeurs corporelles, animales en particulier, produisent des maladies. Donc, ce qui est classé dans les premières classes celles sur lesquelles on est le plus attentif et qui correspondent donc aux peurs, qu'elles soient celles de l'administration ou des urbains, eh bien, encore une fois, c'est le feu et tout ce qui est autour de la mort et de l'utilisation des produits animaux, en fait. Et on utilise beaucoup, beaucoup les produits animaux à l'époque. C'est la fabrication du suif avec les graisses animales, la fabrication, donc c'est aussi les chandelles, par exemple, la fabrication, donc les bougies, qui évidemment sont très importantes, il n'y a pas d'électricité, mais aussi toutes les fabrications, donc ce qu'on appelle le noir animal, la poudrette, donc on commence à utiliser des engrais animaux, et ces engrais animaux, on les fait avec du sang animal, donc des débris d'os, etc., etc. Tout ça, les chiffons, qui sont faits avec des débris aussi animaux en partie et qui sont des lieux aussi d'incendie très, très, très faciles, les fabriques de papier, etc. Donc finalement, c'est beaucoup, beaucoup ces activités-là. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas forcément lié à un risque réel. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé, et c'est là que je trouve que ce qui est intéressant, c'est comment cette question du risque perçu transforme en fait les rapports sociaux. J'ai travaillé par exemple sur 2 industries dont on sait aujourd'hui qu'elles sont inoffensives en soi, et qui ont focalisé. Alors, c'était une petite recherche que j'avais faite sur la ville de Lille, qui est évidemment un foyer industriel majeur au XIXe siècle, non pas sur le textile, qui était l'industrie majeure de la région lilloise, mais sur 2 petites industries, une qui était traditionnelle et l'autre qui était nouvelle, qui est donc le fromage d'une part et le café d'autre part. Alors, si je peux en dire un mot, ce qui est amusant, alors évidemment, c'est complètement lié à ce que je disais tout à l'heure sur la perception qu'on a de ce qui rend malade. Et comme la médecine du début du 19e siècle est complètement archaïque, et ce n'est donc qu'avec Pasteur qu'on va commencer à comprendre que, comme on le dit à la fin du 19e siècle, tout ce qui pue ne tue pas et tout ce qui tue ne pue pas. Donc, on va commencer en fait à distinguer ce qui est du domaine de l'odeur et ce qui est du domaine du pathogène, c'est-à-dire de ce qui apporte la maladie, alors que jusqu'ici, on pensait que c'était globalement les odeurs qui rendaient malade. Et que tout ce qui puait, donc, tuait. Voilà, et Pasteur permet de comprendre qu'il faut complètement distinguer en fait ces deux termes. Et ces 2 réalités. Et donc, sur le fromage, moi, j'ai vu pendant tout le second 19e siècle, à Lille, des industries, qu'on appellerait aujourd'hui des petits ateliers, en fait, de raffinage, de fabrication et de raffinage du fromage, être l'objet de plaintes permanentes de la part des voisins, qui ne se plaignent pas seulement des odeurs, parce que ça, à la rigueur, on pourrait les comprendre, mais qui disent que, en fait, cette activité va rendre malade, empuantir l'ensemble de l'air du quartier, et rendre malade en fait les habitants du quartier. Alors là, dans les plaintes, ce qui est intéressant, c'est que
Mais encore une fois, il n'y a pas de danger réel pour ces odeurs de fromage, mais se mêlent en fait je dirais des conceptions un peu différentes ou sur divers aspects. Il y a à la fois la question du confort de vie, on va dire, d'un quartier. C'est pas très agréable de vivre dans les odeurs de fromage toute la journée. Bon, on peut comprendre qu'on s'en plaigne, mais c'est aussi la vue. Parce que ce qu'on appelle les eaux de lavage, c'est-à-dire les eaux dans lesquelles on lave les fromages, sont jetés dans les caniveaux, et donc la vue, ce sont ces torrents d'eau sale en fait, blanchâtres, qui donc sont là dans la rue d'une ville qui commence à partir du milieu du 19e siècle, je dirais s'osmaniser avec beaucoup de guillemets, mais disons se moderniser et aussi donc s'embourgeoiser très largement, et donc il y a la volonté aussi d'avoir un beau paysage urbain, que le paysage urbain ne soit pas pollué aussi de manière visuelle. Et puis, il y a la question également du coût, c'est-à-dire du coût du foncier. Et en fait, ceux qui se plaignent, ce sont bien souvent les propriétaires riverains qui disent, mais à cause de l'existence de cette industrie, mon bien perd de la valeur. Et donc, si je veux, moi, pouvoir louer ma maison, vendre ma maison, acheter un petit immeuble, faire construire un petit immeuble et louer des appartements, mais s'il y a un fromager juste à côté de chez moi, je vais gagner beaucoup moins d'argent que si mon quartier est propre, en quelque sorte. Et donc, on voit finalement se cristalliser autour de cette activité qui est extrêmement ancienne, puisqu'on fabrique du fromage, là encore, depuis les temps antiques, vraiment une crispation à Lille dans la seconde moitié du 19e siècle autour de cette question. Le café, je l'avais pris volontairement pour le comparer, parce que là, pour le coup, on est dans une industrie qui est beaucoup plus récente. Le café qui, évidemment, est arrivé du monde colonial, qui existe en fait, et il y a une consommation, on le sait maintenant assez largement, dès le XVIIIe siècle, en tout cas le second XVIIIe siècle, y compris une consommation populaire, alors pas populaire dans toutes les classes de la société, mais disons une consommation qui n'est pas seulement réservée aux élites, du café même au début du 19e et au cours du 19e siècle. Mais dans le Nord, on en consomme peu, on consomme davantage de la chicorée, et puis d'autre part, le café a un usage, va avec la crainte de l'incendie, justement, parce que pour consommer le café, il faut brûler le café. Donc, toutes ces brûleries de café, ces torréfactories qui en fait produisent la crainte de l'incendie et puis cette odeur très spécifique qui est une odeur quand même assez âcre, assez puissante, et qui encore une fois dans une ville qui est extrêmement congestionnée, etc., produit les fumées qui sont très très forts, et donc il y a des plaintes considérables sur l'industrie du café, alors que ce qui m'amusait, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une odeur qui est plutôt extrêmement positivement connotée, et que quand on passe devant une brûlerie de café, on se dit « Ah là, ça sent bon !» et au contraire, au 19e siècle, il y avait énormément de craintes autour de cette production. Voilà, j'ai pris ces deux petits exemples parce qu'ils sont un petit peu contre-intuitifs, on va dire, mais on pourrait évidemment en prendre beaucoup d'autres. Et il y a des craintes qui sont fondées. Il y a vraiment des riverains qui tombent malades à cause de ces usines? Alors, il y a en effet des riverains qui tombent malades à cause de ces usines. Oui. Oui. Là, on entre dans le dur. On entre dans le dur parce que le problème, c'est ce qu'on appelle l'imputation de la maladie. À qui on va ou à quoi va-t-on imputer la maladie de quelqu'un? Ça, évidemment, ça nécessite une évolution des savoirs médicaux, des savoirs scientifiques, qui est lente elle-même, et qui, encore une fois, au début du 19e siècle, est assez basique, voire quasi inexistante. Pas complètement, bien sûr. Il y a des traités depuis le XVIIe, XVIIIe siècle autour du fait que le fait de manipuler du plomb, par exemple, rend malade, le fait de manipuler diverses substances chimiques peut rendre malade. Sur la question des fumées, etc., c'est vraiment absolument impossible à établir avant la fin du 19e siècle. Pourquoi ? Parce que le problème je dirais, d'une intoxication de type chimique des corps se heurte en quelque sorte au fait que on ne sait pas, encore une fois, ce que produit par exemple la soude et les vapeurs d'acide chlorhydrique. On voit bien qu'elles font flétrir les feuilles des arbres.
Mais voir qu'elles flétrissent les alvéoles des poumons, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, hein. Et donc, il y a une difficulté à administrer la preuve, en quelque sorte, hein, du rôle très, très, très néfaste, très nocif de cette industrie en ville, à laquelle, précisément, vont se heurter ceux qui manifestent contre et qui se révoltent contre cette industrie. Et donc, apporter la preuve de cela, c'est très long, c'est très difficile. Et là, on entre dans une question qui est absolument passionnante, mais qui est la question de la controverse scientifique. C'est-à-dire que on va avoir, par exemple, des experts des experts, alors qu'ils soient médicaux, des médecins, des chimistes, des pharmaciens, etc., sachant que ces professions sont encore assez mal définies et catégorisées au XIXe siècle, qui vont s'opposer eux-mêmes. Certains vont dire, mais c'était absolument évident que si ces feuilles d'arbres sont flétries, alors ça veut dire aussi que, évidemment, les poumons des habitants sont atteints, et donc c'est pour ça que tout le monde tousse. On nous dit qu'ils ont la tuberculose, mais en fait, pas du tout. Ils sont complètement atteints par ces affections pulmonaires liées à l'air vicié qui les entoure à cause de cette usine, quand d'autres vont dire on n'a absolument pas de preuves. Et donc, du coup, cette opposition entre experts, c'est quelque chose qu'on connaît encore complètement aujourd'hui. Tu le disais tout évidemment. Hein, le glyphosate qui enflamme exactement. Le glyphosate, je pense que maintenant, on a vraiment très, très bien prouvé les effets négatifs, mais ça a été le cas avec les OGM, ça a été le cas avec l'amiante, ça a été le cas... Enfin, je veux dire, c'est toute l'histoire de la santé, qu'elle soit au travail ou environnementale, que d'essayer en fait de faire le lien entre une exposition à un toxique ou à un présumé toxique et la survenue de problèmes de santé. Et donc ça, c'est vrai que c'est une question qui est complètement actuelle et qu'on a un mal fou, et je veux dire qu'on a rejoué aussi au moment du Covid, hein, par exemple. Finalement, est-ce que c'est les gouttelettes ou est-ce que c'est pas les gouttelettes? Est-ce qu'il faut mettre un masque ou est-ce que c'est inutile? Là encore, ce sont des questions de controverse scientifique dont on n'est pas du tout sorti. Mais alors là, on parle de l'impact de ces industries sur la santé des riverains, mais j'imagine que les premiers concernés, c'est aussi ceux qui travaillent dans les usines, et peut-être que là, c'est un peu plus facile de se rendre compte si ça pose problème ou pas. Alors déjà, avant peut-être d'enchaîner sur cette question de la santé des gens qui bossent dans les usines, quelles étaient les conditions de travail dans ces usines? Parce que comme tu le disais tout à l'heure, un plein temps à l'époque, c'est pas nos 35 heures. C'est clair. Alors les conditions, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais les conditions de travail, ce sont des conditions globalement assez désastreuses pour une raison très simple, c'est que d'abord, il n'y a pas de régulation. Donc, quand l'industrie naît, il n'y a pas de régulation sur les formes de travail, sur la durée du travail, durée qu'elle soit durée sur la journée ou durée sur l'année. Il n'y a pas de vacances. Enfin, voilà, on travaille généralement au moins 6 jours sur 7 dans l'industrie, voire tous les jours. Et là encore, il y a une diversité de situations. On n'a pas le temps et je pense que c'est pas l'objet ici de rentrer dans le détail, mais il y a une diversité absolument massive. Maintenant, je dirais donc globalement, c'est vrai qu'on a l'image portée par la littérature, par Dickens, du travail des enfants par exemple, ou par les grandes enquêtes de l'époque, hein, tout simplement, qui évidemment apportent la connaissance, des connaissances sur les conditions de travail dans l'industrie qui sont absolument désastreuses. On travaille donc tout petit enfant, femme, homme, dans des conditions extrêmement difficiles. Sur le travail des enfants, par exemple, je voudrais quand même en parler 2 minutes parce que c'est probablement ce qui aujourd'hui nous semble le plus effarant en quelque sorte, de faire travailler des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Évidemment, les enfants sont utilisés en particulier pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont petits, ce sont des enfants, et donc comme ils sont petits, ils peuvent se glisser dans les machines, sous les machines, etc. Alors on utilise par exemple les enfants dans l'industrie textile pour passer sous les machines quand on commence à vraiment mécaniser l'industrie textile à partir des années 1820-1830, parce que c'est très fréquent par exemple que des fils cassent dans les fils à tisser, alors pas dans le fil qu'on tisse, mais dans la trame en fait, du tissu qui est tendu sur les métiers à tisser. Des fils cassent, évidemment, si le fil casse, problème, tout s'arrête. Donc, on envoie des enfants qui passent sous le métier à tisser et puis qui viennent faire un petit nœud, réparer le truc sans arrêter la machine.
Donc, on imagine le nombre d'accidents, évidemment, absolument colossal. C'est la même chose pour les femmes, qui elles aussi sont plus petites, souvent, et qu'on utilise beaucoup. Et donc, les accidents du travail, les cheveux arrachés dans les machines, les membres coupés, les membres écrasés, etc. C'est une réalité absolument, absolument terrifiante. Donc, ce sont des conditions qui sont globalement terrifiantes. On pourrait dire que progressivement, elles vont s'améliorer. Alors moi, qui toujours tendance à dire, voilà, il faut pas voir l'histoire comme un grand récit progressiste qui va toujours vers le mieux. Bon, sur la régulation du travail, on peut dire quand même qu'il y a des améliorations très très nettes et évidentes au cours du 19e siècle. Si je reprends l'exemple des enfants, ce sont les Anglais étant entrés les premiers dans le phénomène de l'industrialisation. Ce sont aussi les Anglais qui se sont intéressés au travail des enfants. Donc, en 1833, le Factory Act, donc une loi sur les usines, dans l'industrie textile, interdit le travail des enfants de moins de 9 ans. D'accord ? Donc, à partir de 9 ans, on peut travailler et limite la durée du travail en fonction de l'âge. Donc, par exemple, dit les enfants qui ont entre 9 et 14 ans, ils ne peuvent pas travailler plus de 10 heures par jour. D'accord. Voilà. Alors progressivement, ça c'est vraiment la première régulation importante, c'est 1833 en Angleterre. Progressivement, au cours du 19e siècle, l'âge va augmenter, l'âge de travail des enfants. En France, c'est en 1841, donc pas longtemps après l'Angleterre finalement, qu'une première loi sur le travail des enfants est votée pour le travail dans les manufactures et les ateliers. Attention, ça ne concerne que l'industrie. C'est pas du tout la même chose, évidemment, dans l'agriculture, où les enfants continuent de travailler, ou dans d'autres espaces. Et là, en France, en 41, on fixe le travail des enfants à 8 ans. Et la journée pour les enfants de 8 à 12 ans de limiter à 8 heures. Voilà. Et ça ne peut pas être du travail de nuit, ça ne peut être que du travail de jour. Mais à tout ça s'ajoute, alors ça, je dirais, et encore une fois, bon, ça va s'améliorer au cours du siècle, mais faut faire très attention, c'est pas parce qu'il y a une législation qu'elle est respectée. Voilà, donc c'est la loi, mais pour autant, on constate qu'il y a encore énormément d'enfants beaucoup plus jeunes que ça qui travaillent. Il y a aussi énormément d'enfants qui travaillent de manière non contrôlée, évidemment, donc beaucoup plus jeunes. Je le disais, c'est le cas dans l'agriculture, mais aussi dans quantité de secteurs industriels ou artisanaux. Donc voilà, ce qui va vraiment, vraiment, non pas mettre fin, loin de là, mais mettre un coup d'arrêt assez brutal quand même au travail des enfants, on pourrait le limiter, c'est tout simplement la généralisation de l'enseignement pour les enfants. C'est l'école obligatoire en fait. Et c'est le cas à la fois donc avec les fameuses lois Jules Ferry au début des années 1880 en France, mais c'est le cas en Angleterre aussi à partir des années 80, 90, 1900. Ça ne veut pas dire encore une fois que parce que les enfants vont à l'école, ils ne travaillent pas, parce que bien souvent, et là encore on a l'image du petit gamin anglais qui, avant d'aller à l'école le matin, se fait le livreur de journaux par exemple, vend les journaux de 5h, 6h du matin avant d'aller à l'école, ou qui va à l'usine après l'école, ou qui n'est pas scolarisé à plein temps, qui ne passe qu'une partie de sa journée à l'école, mais il est clair que la scolarisation, c'est vraiment ce qui va diminuer de manière importante le travail des enfants, même si c'est un peu contre-intuitif, mais la plupart des parents dans les classes populaires se sont opposés d'abord à l'école parce que, évidemment, l'enfant qui travaille, c'est un revenu pour le foyer, et donc il y a une concurrence en quelque sorte entre l'école et le travail pour les enfants. Et donc il faudra que l'école devienne obligatoire et aussi qu'elle devienne gratuite, ce qui évidemment était un obstacle très important. Et puis, il faut aussi finalement le développement des allocations familiales, donc de manière plus tardive, vraiment au début du XXe siècle, et voire au-delà, ou en tout cas de petites allocations qui vont en quelque sorte venir compenser pour les parents la perte sèche de salaire que constitue le fait que les enfants travaillent moins, ou travaillent peu, moins, on va dire. Il y avait autant d'hommes que de femmes dans ces industries qui travaillaient, ou il y a eu des périodes? Parce que moi, je pense aux munitionnettes, par exemple, début du 20e, c'est vrai que là, c'était plus des femmes, quoi. C'est sûr. Alors, autant d'hommes que de femmes, autant de femmes que d'hommes. Non, le travail industriel est d'abord une affaire d'hommes. Il est d'abord une affaire d'hommes et de manière assez, je dirais, assez contre-intuitive, là encore, parce qu'on aurait pu penser
que les travaux de force, les travaux de force sont traditionnellement, on va dire, plutôt occupés par des hommes, mais avec le développement de la machine, et donc le remplacement très largement de la force humaine par la force de la machine, même si bien sûr les humains continuent à être très importants dans le travail, finalement, actionner une machine, ça ne demande pas forcément une force physique surhumaine, hein, ou en tout cas sur femmes, si je puis dire. On aurait pu penser que les femmes pouvaient davantage travailler. En fait, alors il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans l'industrie, en particulier dans l'industrie textile, qui est vraiment traditionnellement un lieu de travail féminin très très important au XIXe siècle. Et c'est vrai que ce que l'on voit apparaître de manière très nette au XIXe siècle, ce sont des métiers d'hommes et des métiers de femmes, même si évidemment il faut très largement nuancer, encore une fois, cette répartition. Les métiers d'hommes plutôt dans les travaux du métal, de la métallurgie, qui se développe de manière considérable à l'époque, dans la mine, et les métiers de femmes beaucoup plus dans l'industrie du textile. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes dans l'industrie du textile, et il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent dans les mines. Il y a encore des femmes qui travaillent, par exemple, dans les mines au fond, jusque sous le Second Empire en France. Il n'y a qu'à lire Germinal. Germinal a été écrit en 1883, mais Germinal est censé se passer sous le Second Empire, dans les années 1860, et Catherine Maheu, qui descend au fond de la mine avec son petit frère, le Galibot, qui sont tout jeunes. Les femmes et les enfants continuent à travailler dans les mines jusque dans les années 1860, et même au-delà, un peu en Écosse, par exemple, de manière importante. Là encore, dans les mines, on va vers une masculinisation du travail au fond, mais il y a beaucoup de femmes, parce que dans les mines, il fallait aussi occuper les femmes. Alors certes, les femmes de mineurs, elles ont un métier à plein temps, si je puis dire, qui est d'accompagner le mineur, c'est-à-dire en fait d'être la mère de famille de tous ces mineurs dans les familles, que ce soit le père, le grand-père, mais aussi tous les fils, et donc pendant un certain temps les filles qui vont travailler à la mine, c'est-à-dire que la mère, elle travaille en fait à nettoyer la maison, nettoyer les hommes et les femmes qui reviennent de la mine, leur faire le bain, leur faire à manger, etc. Et c'est évidemment un travail à plein temps. Mais il y a aussi des femmes qui travaillent dans la mine, non pas cette fois au fond, mais ce qu'on appelle au jour, c'est-à-dire à l'extérieur de la mine. Et à partir des années 1880, c'est beaucoup plus le cas. Donc, les femmes travaillent dans les mines au jour, au tri en fait, ce qu'on appelle le triage, c'est-à-dire au tri du charbon. Et donc travaille à l'extérieur. C'est aussi un métier extrêmement dur, mais qui n'a quand même pas la dureté, je dirais, du travail au fond, parce que tout simplement, il n'est pas souterrain. Dans l'industrie textile également, il y a évidemment beaucoup d'hommes, mais on va dire il y a une importance très grande des femmes, de même qu'il y a une importance très grande des enfants dans l'industrie textile. Alors, je dirais, ce qui est très important à dire sur cette répartition des travaux féminins et masculins au XIXe siècle dans le monde industriel, c'est aussi le fait que les femmes, comme les enfants, sont considérées en quelque sorte comme des sous-travailleurs et donc sont beaucoup moins bien payées. Et cette différence de salaire, elle procède de deux choses, je dirais. Elle procède en fait de l'idée, qui est liée évidemment à, je dirais, la conception masculiniste, on pourrait dire, d'infériorité du travail féminin et d'infériorité des femmes dans le champ social en général, qui justifie ce salaire inférieur, mais qui aussi est justifié par le fait que donc on considère en fait qu'une femme n'existant que à travers un homme, soit en tant que femme d'un homme, épouse, soit en tant que fille d'un homme, eh bien, elle ne mérite qu'un salaire qu'on pourrait appeler un salaire d'appoint. En fait, mettre les femmes au travail dans une famille, ce serait s'apporter, comme mettre les enfants au travail, un petit revenu d'appoint. Mais celui qu'on appelle le breadwinner en Angleterre, ou celui qui gagne le pain de la famille, eh bien, il est forcément l'homme. Et donc, du coup, le travail féminin n'est considéré que comme un travail d'appoint, et donc un travail qui est moins bien payé. Alors, ça a deux conséquences très importantes. D'abord, le fait que toutes les femmes qui n'ont pas d'hommes, ça veut dire qui
soit sont veuves, par exemple. Alors, femmes célibataires, c'est beaucoup plus rare. Je parle là vraiment de l'industrie. Mais il y en a évidemment, mais les femmes qui n'ont pas de père ou qui n'ont pas de mari, qui sont veuves, par exemple, bah, elles n'ont que un salaire d'appoint. Or, ce salaire d'appoint, il est clairement insuffisant pour vivre. Donc, ça, évidemment, entraîne une paupérisation très, très importante des femmes. Et puis, l'autre effet, si je puis dire, sur le marché du travail, c'est le fait que, en travaillant pour moins cher, ben, les femmes deviennent en quelque sorte une concurrence pour les travailleurs masculins. Parce que beaucoup, notamment dans des travaux qui ne sont pas des travaux de force, finalement, pour faire marcher une machine à vapeur ou un métier à tisser, ben, une femme peut très bien faire l'affaire. Et donc, beaucoup de fabricants, d'industriels vont préférer employer des femmes. Ce qui est vu évidemment comme une concurrence par le mouvement ouvrier organisé et qui s'organise à partir des années 1860 et suivantes, et qui voit chez les femmes une concurrence, et qui donc va avoir tendance à jouer dans le sens de l'exclusion des femmes du marché du travail pour protéger en fait le travail masculin. Pour en revenir à la question de tout à l'heure, du coup, qui a introduit cette question des conditions de travail dans l'industrie, est-ce que du coup, on s'aperçoit que certaines industries sont quand même beaucoup plus néfastes pour les travailleurs que d'autres? Absolument, absolument. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est davantage la santé au travail, c'est-à-dire les conditions de travail et les gens qui tombent malades parce qu'ils travaillent dans des espaces de travail dangereux, qui vont en fait attirer l'attention plus que la santé qu'on pourrait appeler environnementale. Pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, évidemment, c'est très difficile d'imputer le fait qu'on tombe malade parce qu'on a une usine à côté de chez soi. En revanche, quand il y a quand même une conjonction qui paraît évidente entre le fait qu'un ouvrier tombe malade parce qu'il travaille dans une industrie chimique, par exemple, qui manipule on va dire des process de travail dangereux, bah, ça paraît évidemment beaucoup plus évident de faire le lien entre les deux. Et donc ça, je dirais que c'est très clairement l'industrie chimique qui va devenir en quelque sorte, devenir vraiment le cœur de cette focalisation autour de la question de la santé au travail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, encore une fois, c'est simple de faire le lien entre un produit qu'on suppose toxique et des symptômes. C'est beaucoup plus compliqué de faire le lien entre, par exemple, ce qu'on appellera plus tard la fatigue, l'épuisement ou les troubles musculo-squelettiques, etc., c'est-à-dire des maladies qui interviennent à cause du fait, par exemple, qu'on répète des gestes, etc. D'accord ? C'est beaucoup plus compliqué, ça. Mais l'exposition à un produit toxique dans des fumées considérables dans un atelier et le fait qu'on tombe malade va jouer évidemment un rôle de mise en évidence, en quelque sorte, de ces expositions. Et c'est là que le plomb, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, me semble vraiment important. C'est que le plomb a l'avantage, si je puis dire, évidemment de manière très cynique, le plomb a l'avantage de rendre les gens malades très vite. Contrairement à l'amiante, par exemple. L'amiante, c'est un produit qui rend les gens malades à beaucoup plus long terme. Alors certains quand même assez rapidement, au bout de quelques années, mais massivement, et notamment quand l'exposition n'est pas massive, au bout de 20, 30 ou 40 ans. De même que la silicose. Toutes les affections liées à la présence de silice dans la terre de laquelle on extrait le charbon. J'aime beaucoup citer, je fais encore un petit détour avant d'en arriver au plomb, mais j'aime beaucoup citer cette phrase du tout début de Germinal. Au tout début de Germinal, vraiment, ça doit être dans la première ou la deuxième page. Donc on voit le personnage principal arriver près de la mine de ce grand puits de mine qui est grand voreux, donc qui espèce de bouche dévoratrice des ouvriers, etc. Et il rencontre là un ouvrier qui est un vieillard qui est donc le père Maheu, le grand-père, qui est le vieillard qui doit avoir tout de suite 50 ans, mais qui est complètement abîmé par une vie de travail depuis qu'il est tout enfant, et qui tousse et qui tousse et qui tousse et qui crache du noir. Et il dit à l'entier, au personnage principal, du charbon, j'en ai plein la carcasse, de quoi me chauffer tout l'hiver. Et en fait,
c'est pour dire qu'il y a évidemment un savoir, y compris de la part des ouvriers eux-mêmes, du fait qu'ils s'intoxiquent, que ce soit dans la mine ou que ce soit dans d'autres types de travaux. Mais il y a une évidence du fait voilà, qu'il y a des manifestations. Là, en l'occurrence, la toux, ce qu'on appelle après, en Angleterre, donc à l'époque, le black spit, c'est-à-dire le crachat noir dans les mines anglaises, qui évidemment montre qu'en fait, ils ont les poumons complètement infestés, en fait, alors de charbon, de poussière de charbon et de poussière de silice, ce qui est très différent, et c'est ça qui donne la silicose. Donc, tout ça pour dire que ces maladies, on le sait, on est exposé pendant des années, et on finit par en mourir. Mais ça peut être 20, 30 ou 40 ans plus tard. C'est donc beaucoup plus difficile, évidemment, de faire le lien entre les deux. Alors que le plomb, il a cet avantage qu'il y a des gens qui ne rendent pas malades du tout, ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas malades, mais qui n'ont pas de symptômes, mais il peut rendre malade, et de manière très brutale, des gens au bout de quelques jours. Et donc, évidemment, ça change radicalement les conditions de ce que j'appelais tout à l'heure l'imputation, c'est-à-dire le fait qu'on dise c'est à cause de cette raison-là que cette personne est malade. Quand on voit quelqu'un qui rentre à la fabrique de plomb, il travaille dans des nuages de poussière de plomb, et qu'une semaine après, il se tord de douleur et qu'il est à l'hôpital, les médecins, ils voient ça et disent évidemment, c'est parce que ça fait une semaine qu'il travaille dans la fabrique de Céruse, il travaille dans la fabrique de plomb dans des nuages, et donc c'est ça qui l'a rendu malade. Et donc ça va rendre beaucoup plus aisé en fait l'identification du lien entre le travail dans un espace de travail dangereux et la maladie, et donc ça va largement faire avancer la question de la santé au travail. Et justement, est-ce que cette question, elle va connaître des progrès, parce qu'on parle des industriels et de certains industriels qui peuvent être un petit peu cyniques, on va le dire. Donc, est-ce qu'ils s'en foutent, ou est-ce qu'ils mettent en place des protocoles ou des choses pour essayer de lutter contre ces maladies liées au travail ? Ils s'en foutent pas du tout. Moi, je suis vraiment là-dessus très, 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 très claire et très sûre de moi qu'ils s'en foutent pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que il y a une première question qui vraiment traverse tout ce qu'on dit là, je dirais, qui est la question de la valeur de la vie humaine, en fait. Quel prix on attache à la vie humaine? C'est sûr qu'on attache aujourd'hui un prix à la vie humaine beaucoup plus important qu'en 1820 dans nos sociétés. C'est complètement évident. Donc finalement, oui, bien sûr qu'il y a des ouvriers qui tombent malades et qui meurent. Ma foi, dans une société où la mort est au bout du chemin, dans une société où l'espérance de vie tourne autour de 40 ans en 1900, évidemment, la mort est quelque chose d'ultra présent, et donc on n'accorde pas évidemment le même poids à cette question. Pour autant, les industriels qui emploient des ouvriers ne s'en foutent pas de la santé de leurs ouvriers. Après, ça dépend évidemment, il y a des personnalités plus cyniques que d'autres. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, ce n'est pas très intéressant, mais je dirais que, évidemment, on s'intéresse à cette question. Pour une raison très cynique, d'abord, qui est qu'on a besoin de main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre, donc il faut préserver sa main-d'œuvre. Je veux dire, on a déjà montré aussi à quel point, par exemple, l'esclavage, dans les sociétés d'esclavage, l'esclave, c'est une marchandise qui coûte cher, et donc il faut la préserver. Donc voilà, on est largement sorti maintenant de cette idée que vraiment on tuait les esclaves pour tout et n'importe quoi, ou qu'on laissait crever les ouvriers pour tout et n'importe quoi. C'est pas vrai du tout. Pour des raisons de coût, encore une fois, ou de disponibilité de la main-d'œuvre. Et donc, je dirais que finalement, il y a un certain nombre de patrons qui mettent en place des procédés qu'ils essayent de rendre moins dangereux, qui s'associent pour lutter contre les accidents du travail, pour essayer de trouver des machines qui sont moins dangereuses ou qui ont des garde-corps, etc. Bon. Au-delà de cette volonté d'améliorer les conditions de travail, je dirais, ce qui compte quand même d'abord et avant tout, c'est de faire du profit, c'est de faire avancer le progrès industriel, c'est-à-dire la croissance, et donc évidemment, très largement, les conditions de travail restent absolument désastreuses pendant tout le 19e et même pendant une partie du premier 20e siècle. Donc voilà, je dirais qu'il y a les deux, je crois qu'il faut être nuancé, il ne faut pas être trop caricatural. Il y a aussi des patrons qui cherchent à améliorer les conditions de travail. Bon, maintenant, typiquement, on dit on veut fabriquer de la peinture au plomb parce que la peinture au plomb, elle est meilleure que toutes les autres. Il y a des dégâts collatéraux, si on peut dire, en termes de conditions sanitaires et d'ouvriers qui sont malades ou qui meurent. Ils ont qu'à se protéger, et on va essayer de les protéger. On va leur donner des masques, par exemple, mais on va quand même continuer à en faire.
Voilà, donc c'est là qu'est l'ambiguïté, je dirais, hein. C'est-à-dire qu'à la fois, on s'intéresse à la question de l'amélioration des conditions de travail et en même temps, ce qui prime d'abord et avant tout, c'est de poursuivre l'activité. Et jamais on ne remet en cause l'activité elle-même ou le produit toxique lui-même. On essaye de s'arranger en quelque sorte avec cette réalité toxique. Et on le voit aujourd'hui, ça c'est des questions qui sont très prégnantes dans notre société contemporaine. Donc à partir de quel moment finalement on a vraiment commencé à prendre tout ça en considération et que ça devienne un enjeu très fort dans les industries? Mais jamais. Moi, jamais. Enfin, bien sûr que si. Il y a eu localement, enfin, on peut en parler par rapport au plomb, par rapport à l'amiante, par rapport à d'autres produits. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours en fait là-dedans. C'est-à-dire que quand on nous dit, on sait très bien maintenant que les pesticides, le glyphosate ou d'autres substances sont hyper dangereuses, à la fois pour l'environnement, mais aussi et surtout évidemment pour les agriculteurs qui les ont manipulés sans protection, etc. Bon, en même temps, on nous dit, oui, bah alors, je sais pas, le glyphosate, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, on l'interdira. Mais pour l'instant, on réduit l'écart, le nombre de mètres entre les champs qu'on va pouvoir continuer à asperger de pesticides et les habitations. Donc, je veux dire, on est tout le temps et on continue à être, malgré les strates et strates et strates et strates de législation, de réglementation, etc., on est toujours dans cette même, et c'est pour ça que je trouve que tous ces travaux sont extrêmement actuels, on est toujours dans ce même accommodement. On est toujours dans cette même, dans cette même acceptation collective, finalement, que ben voilà, on sait que c'est dangereux, ben on fait avec. On essaye de limiter, mais on ne se passe pas des produits. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est absolument fascinant. Alors, bien sûr, il y a eu des législations sur un certain nombre de produits. On peut y venir, si tu veux, sur le plomb, par exemple. Mais l'idée générale reste la même qu'aujourd'hui. Et déjà à l'époque, on approche de la fin de cette émission, donc on va essayer de faire vite, mais déjà à l'époque, il y avait... On peut aller un peu au-delà, hein, sinon c'est pas... Il y avait des moyens pour les ouvriers de pointer du doigt justement les responsables et peut-être d'obtenir un dédommagement ou pas du tout? Alors un dédommagement, alors je vais peut-être prendre l'exemple du plomb, hein, parce que c'est celui sur lequel j'ai beaucoup travaillé. En fait, encore une fois, la preuve et l'administration de la preuve de la dangerosité du plomb, c'est quelque chose qu'on savait depuis l'Antiquité que le plomb était dangereux. On a continué disons, à prouver que c'était le cas. Et au 19e siècle, il y a vraiment beaucoup d'études qui montrent en effet que le plomb est extrêmement dangereux, quelle que soit sa forme, en fait, dans la manipulation au travail en particulier. Et dans l'ingestion, en fait, dans le fait d'avaler en fait, des poussières et des vapeurs de plomb, et dans le fait de l'inhaler, donc de le avaler par le nez, si je peux dire, de le respirer. Et donc en fait, voilà, il y a des mobilisations qui se sont faites, qui sont à la fois des mobilisations savantes et des mobilisations comment dire, profanes, enfin des ouvriers eux-mêmes, hein, et qui ont, par exemple, dans cette matière, à propos du plomb, là encore, hein, qui a été vraiment l'exemple numéro 1 au 19e siècle de la maladie professionnelle parfaitement reconnue, parfaitement identifiée, si je puis dire, hein, qui vont aboutir à un certain nombre de législations. Donc, par exemple, sur la peinture au plomb, donc, qui est l'usage principal du carbonate de plomb au 19e siècle, donc on peint toute cette Europe qui s'industrialise mais qui s'urbanise, et donc on construit des bâtiments partout et on les peint en blanc, à l'intérieur, à l'extérieur, donc avec cette peinture au plomb. Et donc effectivement, eh bien, on dit ben voilà, on va pas arrêter de produire ce produit pendant tout le 19e siècle. On va même essayer d'en produire davantage, mais finalement ces mobilisations aboutissent à une semi-interdiction qui a lieu en France en 1909, loi donc qui est votée par le Parlement en 1909, qui interdit l'existence de la peinture au plomb, sauf pour tel et tel et tel et tel et tel usage, mais bon, disons qu'il le restreint quand même considérablement. Sauf que cette loi, elle a été très longue, elle a été négociée avec les industriels, etc., et qu'en fait, elle est votée en 1909 pour entrer en vigueur le 1er janvier 1915. Exactement comme aujourd'hui, on dit on va interdire le glyphosate, mais dans 5 ans. On sait que c'est hyper dangereux, mais on va l'interdire dans 5 ans ou dans 10 ans. Voilà, aujourd'hui, c'est les PFAS dont on va commencer à parler ces jours-ci. C'est exactement la même chose.
Et donc, 1er janvier 1915 est la date qui est fixée. Évidemment, 1er janvier 1915, c'est la Première Guerre mondiale. On ne pouvait pas le savoir en 1909. Donc, dans la Première Guerre mondiale, évidemment, cette question-là passe complètement à l'as. Et donc, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la question ressurgit rien ne s'est passé, en fait. Et donc, ensuite, il y a une deuxième session, en quelque sorte, de discussion autour de ça, pour aboutir à nouveau une interdiction en 1926, qui, en fait, ne rentre absolument pas en action, si je puis dire, en effet. Et puis ensuite, on va progressivement, par une réglementation du travail, interdire ça et là l'usage de la peinture au plomb par les ouvriers, par les professionnels, etc., etc. Je pense que tout le monde connaît ce qu'on appelle le crêpe, parce qu'on rencontre tous ça quand on loue un appartement ou une maison, c'est qu'on l'achète d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le constat de risque d'exposition au plomb, qui est devenu obligatoire depuis 2000, et donc on est obligé de faire un diagnostic sur le plomb. Et on voit qu'en fait, du plomb chez soi, on en a tout le temps. On en a dans les volets, on en a dans les balcons, on en a, voilà. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, même quand on a diminué les usages du plomb, il en est resté et on a continué à en utiliser de moins en moins, et on a continué à en utiliser. Et donc, aujourd'hui, il reste notamment beaucoup de logements qui sont très dégradés et qui voient les revêtements de peinture, en fait, s'écailler, s'abîmer, etc. On voit ressurgir les peintures anciennes, qui sont des peintures au plomb. Et donc là, les populations qui vivent dans cet habitat dégradé, qui est souvent un habitat indigne, on dirait aujourd'hui, mais elles sont très nombreuses, ces populations à vivre là-dedans, sont évidemment soumises au danger du plomb. Et donc, on est passé d'un danger de santé au travail, on va dire, pour ceux qui fabriquaient cela, à un danger environnemental aujourd'hui pour ceux qui habitent dans ces bâtiments. Peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu de l'arsenic aussi, qui est un cas un peu particulier. Alors l'arsenic, c'est une substance là aussi chimique, qui existe comme le plomb à l'état naturel d'ailleurs, mais qui est transformée donc par l'industrie chimique à partir du début du 19e siècle et utilisée pour beaucoup d'utilisations commerciales et industrielles. Alors l'arsenic, je travaille un petit peu dessus aujourd'hui. Je ne vais pas du tout faire après le plomb un autre livre sur l'arsenic parce que je ne vais pas les passer les uns derrière les autres comme ça. C'est plutôt un peu une opportunité, en fait, une rencontre avec un petit bouquin qui m'a fait vouloir travailler là-dessus. Je vais en dire un mot. En fait, l'arsenic, tout le monde connaît l'arsenic comme un poison. L'arsenic, c'est vraiment, on va dire, le poison par excellence quand on pense au poison qu'on va mettre dans le verre de vin ou la tasse de café de quelqu'un qu'on veut assassiner dans les romans policiers ou autres pour hériter ou pour je ne sais quoi. Enfin bon, bref, c'est vraiment le poison par excellence. De fait, c'est un poison très utilisé, notamment au Moyen-Âge, à l'époque moderne, etc. Donc ça, c'est l'aspect vraiment, je dirais, du poison criminel, d'accord ? Mais l'arsenic, comme c'est un poison criminel, ça veut bien dire qu'il est extrêmement toxique. Et donc, en fait, on a commencé à l'utiliser de manière importante dans l'industrie au 19e siècle, en particulier parce qu'avec l'arsenic, on peut faire des arséniates de cuivre, enfin des composés en fait de l'arsenic qui vont permettre de colorer en vert. Et de même que le plomb et le blanc de plomb permet de colorer en blanc la peinture très largement, et bien l'arséniate de cuivre, et donc les arsenics, les composés d'arsenic vont permettre de faire de très très belles couleurs vertes. Et ce vert, il va être utilisé de manière très importante à partir des années 1820-1830, et il est au cœur de la mode européenne dans les sociétés qui deviennent des sociétés de consommation de manière importante avec la croissance industrielle dans les années 1850, 60 et 70 et suivantes. Ce vert, il est extrêmement à la mode. C'est un vert très vif, très très vif, et donc on l'utilise dans les textiles, on l'utilise donc dans les robes, dans les toilettes, notamment des femmes, pour faire des chaussures, etc. On l'utilise aussi dans les papiers peints. On l'utilise donc dans les tentures, donc on l'utilise dans quantité d'usages. On l'utilise aussi pour faire ce qui connaît une très grande vogue au milieu du 19e siècle, des fleurs artificielles. Et ça, je trouve que c'est un très beau travail qu'avait fait une de mes étudiantes il y a maintenant une dizaine d'années, donc un travail de master qui était absolument passionnant sur le travail des fleuristes, ce qu'on appelait les fleuristes au 19e siècle. Ce sont les fleuristes de fleurs artificielles. Et en fait, pour fabriquer les tiges et les feuilles
de ces fleurs, il faut du vert, hein, puisque les fleurs artificielles, elles sont censées reproduire la nature. Et donc, on met des fleurs artificielles absolument partout, sur les robes des femmes, mais aussi sur les chapeaux, mais aussi à la boutonnière des hommes, etc. Aussi les bouquets. Bon. Et donc, on utilise cet arsenic, et donc les ouvrières qui travaillent beaucoup dans une industrie à domicile, qui travaillent donc dans des tout petits ateliers, voire chez elles, pour ces fleurs artificielles, souvent des très jeunes filles, parfois même des enfants, eh bien, on va en fait lécher ces tissus qui sont teints à l'arsenic pour pouvoir en fait affiner les jolies tiges, les jolies feuilles, etc. Et donc en fait ingérer cet arsenic de manière extrêmement importante et grave. Et donc l'arsenic a deux symptômes. Je n'ai pas parlé tout à l'heure des symptômes du plomb, mais peu importe. Mais l'arsenic a deux symptômes. D'abord, abîmer la peau de manière absolument effroyable, hein, c'est-à-dire créer des espèces de problèmes dermatologiques très très graves, donc avec vraiment autour, sur les doigts évidemment, mais aussi on se touche le visage, on se touche le nez, on se touche la bouche, donc sur le visage aussi des trous en fait, hein, de la peau de manière qui défigure énormément, et puis il intoxique l'ensemble du système nerveux et du système respiratoire. Et donc il y a un grand scandale en 1862 à Londres, parce qu'il y a une jeune femme de 19 ans qui meurt en fait dans des souffrances absolument atroces, qui est une fleuriste de fleurs artificielles. Donc ça remonte au niveau jusqu'au Parlement britannique autour de ce scandale-là, et du coup, on va commencer à s'intéresser à la question, pas encore à réglementer, faut pas aller trop vite, mais à s'intéresser à la question. Et donc le petit livre sur lequel je travaille actuellement, c'est un petit livre anonyme que j'ai trouvé par hasard dans une bibliothèque à Oxford, qui est un petit livre qui est ouvert, comme la tenture de l'arsenic, et qui s'appelle The Green of the Period, donc le vert du temps, et que je suis en train donc à la fois de traduire et de commenter, donc ça va bientôt sortir dans quelques mois probablement. Je le fais à la fois en anglais et en français sous deux formes un peu différentes. C'est un petit ouvrage en fait qui est anonyme et qui sert en quelque sorte à faire l'état des savoirs et à dénoncer évidemment le fait qu'on sait tout ça et qu'on en fait pas grand-chose. Donc voilà, c'est on va dire quelque chose que je trouve, c'est une petite déviation du blanc au vert sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Et en parlant de peinture d'ailleurs et d'impact sur la santé et ce genre de choses, je vous rappelle que sur la chaîne YouTube Nota Bonus, vous avez un reportage. On a été à la rencontre de la dessinatrice CY qui a sorti une super BD qui s'appelle Radium Girl et qui revient au début du XXe siècle sur cette affaire des Radium Girls, des femmes dans les usines de peinture qui ont été contaminées en fait, et qui sont mortes pour certaines. Voilà, ça a été un grand scandale, mais qui a permis de faire évoluer aussi la législation autour de l'utilisation de ces produits. En effet, c'était de la peinture, alors là, qui n'était pas au plomb ni à l'arsenic, qui était de la peinture au radium, donc, et qui servait en fait à peindre les cadrans des montres et les cadrans de tous les instruments de mesure pour l'armée américaine. Et donc, ça a connu, évidemment, cette utilisation a connu un boom au moment de la Première Guerre mondiale. Et en fait, ces femmes, justement, elles, exactement comme ce que j'ai raconté tout à l'heure sur les fleurs artificielles, elles léchaient les pinceaux, et c'est ce qu'on voit en effet dans la BD que tu as mentionné, et c'est une histoire qui est très connue aux États-Unis. Il y a souvent des pièces de théâtre, etc. autour de cette question. C'est un peu le premier scandale de santé au travail dénoncé qui arrive, qui est dénoncé dans le domaine public. Elles léchaient les pinceaux pour essayer de peindre de la manière la plus précise les petits chiffres en fait sur les cadrans qui servaient donc pour l'armée. Et donc, elles léchaient toujours les pinceaux. Et en fait, au début, ça les amusait parce que ce radium qui était dans la peinture rendait leurs dents phosphorescentes, brillantes en fait dans l'obscurité. Quand elles se mouchaient, en fait, ce qu'il y avait dans le mouchoir, c'était phosphorescent. Et en fait, au début, c'était une blague. C'est-à-dire que avec leurs amoureux, etc., quand elles sortaient de l'usine, on est dans les années 1916, 17, etc., c'était quelque chose qui était vu comme... Voilà. Et puis, en fait, progressivement, elles ont commencé à avoir des atteintes très, très graves, notamment des dents, et donc à perdre leurs dents, et en fait, avoir des cancers des os, des cancers de la mâchoire, etc. Et en effet, un certain nombre en sont mortes. Mais elles ont réussi à
a porté ça, porté aussi par des avocats et beaucoup de gens qui les ont aidés, parce que le problème, c'est que comme c'était lié à l'armée, c'était évidemment quelque chose qui était extrêmement sensible aux États-Unis, puisque c'était une industrie qui était liée évidemment à la force militaire américaine, quoi. On arrive au XXe siècle et tout à l'heure on a mentionné très rapidement la Première Guerre mondiale. C'est les deux guerres mondiales qu'on a vécues, clairement, ça a eu un impact sur l'industrie. Et est-ce que ça a eu un impact aussi sur la santé des travailleurs ? Alors, ça a eu carrément un impact sur la santé des travailleurs. Je vais reprendre un groupe que tu as mentionné tout à l'heure, qui sont les munitionnettes. Les munitionnettes, donc, qui sont ces femmes qui ont été appelées pour travailler dans les usines d'armement, dans les usines de fabrication d'obus essentiellement, au moment de la Première Guerre mondiale, et surtout en France et en Angleterre, un petit peu en Allemagne aussi, mais beaucoup moins. Et donc, elles ont constitué jusqu'à plusieurs centaines de milliers de travailleuses en France et 1 million en Angleterre. Ces munitionnettes, c'était des jeunes femmes qui sont venues en quelque sorte remplacer les hommes, puisque les hommes étaient partis au front dans les usines d'armement, et puis comme c'était la guerre, il fallait produire énormément d'armes, d'usines et de munitions. Elles ont travaillé dans des conditions absolument effroyables. Et c'est une histoire qui est intéressante parce qu'à la fois, elles ont travaillé dans des usines dans des conditions effroyables, souvent pendant 15-16 heures d'affilée. Parfois, certaines dormaient sur place parce qu'elles n'avaient même pas le temps de rentrer chez elles pour reprendre la chaîne, etc. Donc, dans des conditions extrêmement dures. Et en même temps, cette expérience a été aussi à l'origine d'une certaine émancipation sociale des femmes. Donc, c'est vraiment les deux, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant en histoire et important d'être nuancé. C'est à la fois un travail extrêmement dur. Elles ont quand même réussi à avoir des salaires un petit peu plus élevés parce que les hommes n'étaient plus là. Donc finalement, leur salaire dit d'appoint, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne suffisait évidemment pas puisque les hommes n'étaient plus là pour gagner de l'argent. Donc on a augmenté leur salaire. Ça a constitué, je le disais, une sorte de libération de leur émancipation possible en tant que femmes, donc qui devenaient chefs de famille. Et puis voilà, cette expérience aussi de solidarité féminine, etc. D'autre part, comme il se trouve qu'il y avait un ministre pendant la Première Guerre mondiale, qui s'appelle Albert Thomas, qui était un ministre socialiste et qui s'intéressait beaucoup aux conditions de travail, il s'est intéressé aux conditions de travail des femmes dans les usines d'armement et il a apporté un certain nombre d'améliorations, alors qui sont à la marge. On a toujours tendance à lever ça comme vraiment les améliorations massives. C'est à la marge, mais par exemple, rendant obligatoire les salles d'allaitement pour les femmes qui avaient leur enfant, qui allaitaient un enfant et donc qui avaient besoin de s'arrêter pour travailler, d'allaiter leur enfant. Donc voilà, et un certain nombre de cantines, voilà, de conditions, on va dire, qui entourent le travail et qui se sont améliorées. Et puis voilà, donc c'est une situation, je dirais, un moment où comment dire, il y a ce double mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, la guerre, je me rappelle, se termine le 11 novembre 1918 donc en Europe, l'armistice. Le 18 ou le 15, je me rappelle plus exactement la date, mais quelques jours après l'armistice, on dit en France aux femmes françaises, maintenant il faut rentrer chez vous parce que la guerre est terminée, donc vous allez arrêter de travailler dans ces usines et puis vous allez relaisser la place aux hommes en quelque sorte. Donc on les renvoie et on leur dit, vous avez jusqu'au 30 novembre pour rentrer chez vous, pour démissionner. Si vous n'avez pas démissionné avant le 30 novembre, vous perdez la prime qu'on vous donnera si vous démissionnez. Et donc en quelque sorte, on a utilisé ces femmes et puis on les renvoie immédiatement en quelque sorte dans leur foyer. Et il y a là évidemment une sorte une amertume très très importante et qui va bien sûr jouer dans les mouvements féministes ou les mouvements d'émancipation féminine dans les années 20 en Angleterre, où les femmes avaient été très importantes aussi parmi ces ouvrières de la défense. On leur a donné le droit de vote. Voilà. Donc il y a eu quand même, et en remerciement de manière très explicite au rôle qu'elles avaient joué pour l'industrie de guerre. Donc il y a eu quand même vraiment deux poids deux mesures, si je puis dire, entre ces deux pays et la gestion. Alors c'est vrai que les mouvements féministes étaient beaucoup plus forts en Angleterre qu'en France à l'époque et avant-guerre, et que le mouvement notamment des suffragettes qui défendaient le vote des femmes était beaucoup plus important, mais finalement voilà, le résultat de cet investissement des femmes dans l'industrie de guerre pendant la Première Guerre mondiale, il est très très différent entre la France et l'Angleterre.
On entend souvent parler de 1936 et du Front populaire pour les travailleurs et les avancées considérables qui ont pu être réalisées. Justement, concernant l'industrie, est-ce qu'il y a eu des décisions qui ont pu être prises à ce moment-là ou pas du tout? Mais il y a beaucoup de décisions sous le Front populaire en termes, en effet, de monde industriel, autour du temps de travail, des congés payés, enfin tout ce qui est archi connu sur les progrès sociaux liés à ce Front populaire. En revanche, en termes de conditions de travail, en termes de conditions sanitaires de travail, c'est-à-dire ce qui est lié à la santé au travail, à ma connaissance, il y a aucune modification importante. Vraiment, c'est pas du tout ce moment-là où on s'intéresse vraiment à la santé au travail. De toute façon, ce qui est intéressant avec la santé au travail, c'est que c'est toujours je dirais une revendication minoritaire. C'est toujours une revendication qui passe après les autres. Et ça explique aussi le fait qu'on n'ait pas beaucoup travaillé sur cette question, alors qu'on a énormément en histoire travaillé sur le temps de travail, sur évidemment toutes les améliorations, les conquêtes sociales, etc. Mais finalement, la santé, c'est quelque chose à laquelle, dans le cadre du travail, on ne peut penser que dans un second temps, en quelque sorte, parce que c'est loin, la santé. Même si c'est à quelques jours, c'est loin. Et je dirais que dans une situation de travail comme celle du 19e et même du 1er 20e siècle, où quand même, on pense d'abord et avant tout à ce qu'on va manger le soir et à ce qu'on va faire manger à ses enfants, à sa famille, finalement, ce qui importe le plus, c'est toujours motif de grève, et Michel Perrault, qui a étudié les motifs de grève pendant tout le 19e siècle, montre bien que finalement, ce qui compte, c'est le temps de travail, la journée de 8 heures, la revendication massive, et les salaires. Mais la santé, ça vient toujours dans un autre temps. Et donc, du coup, ça passe toujours derrière. Et donc, du coup, finalement, ça passe à l'as, en quelque sorte. Voilà. Oui, et puis il y a peut-être ce côté, alors attention, c'est pas du tout scientifique, c'est Jean-Michel PMU qui parle là, mais il y a ce côté peut-être un petit peu de fataliste, quoi. C'est-à-dire qu'on dit, tu fais tel métier, t'auras tel problème. Et puis, c'est tout. C'est ce qu'on appelle les risques du métier. Ce sont les risques du métier, absolument. Et ça, on n'en est pas sorti. C'est-à-dire que le fait, quand on voit encore une fois, il y a eu la une du Monde il y a quelques jours sur l'hécatombe des morts au travail, la une du Monde, c'est quand même, ça se note sur cette question-là, qui va être réenfouie aussi vite par une autre actualité. Mais quand on voit encore l'importance des accidents de travail et des maladies professionnelles encore aujourd'hui au début du XXIe siècle, je veux dire que c'est systématique en effet qu'on n'est pas sorti de cette espèce de fatalisme que, en effet, avec une activité professionnelle, il y a des risques qui sont associés. Et qu'on cherche moins. Alors aujourd'hui, on cherche évidemment à limiter les risques, mais on ne cherche pas pour autant à les faire disparaître. Et c'est très simple. Après, je veux dire, ce sont aussi des pratiques de travail et aussi des pratiques de plus en plus de management et même d'organisation du travail avec la sous-traitance, par exemple, qui est devenue une réalité aujourd'hui absolument massive. Mais regardez autour de vous. Moi, je le fais tout le temps, en ouvrant les yeux quand on se promène en ville. Vous voyez des gens qui travaillent dans le BTP et qui sont sur des échafaudages à 20 mètres de haut et qui sont harnachés avec des baudriers. Pourtant, c'est obligatoire. Et donc, la chute dans le BTP aujourd'hui, de tomber d'un échafaudage, reste un risque extrêmement prégnant, extrêmement quotidien, sans compter les risques de maladies professionnelles liés à silicose et autres, liés évidemment à l'usage de produits de sable, etc. De poussière. Mais on continue à être là-dedans. La question du risque, à la fois on est dans une société où on essaye de penser le risque zéro, etc. Et en même temps, on est dans une société où le risque est omniprésent et où on s'en accommode, encore une fois. Qui est, voilà. En effet, moi, je regarde systématiquement sur les chantiers, et les chantiers, il y en a partout. Si on était, l'inspecteur du travail qui arrive comme ça de manière inopinée, sauf que les inspecteurs du travail, ils sont de moins en moins nombreux et de plus en plus débordés. Donc évidemment qu'ils ne peuvent pas aller sur tous les chantiers, mais il y a des infractions au du travail tout le temps, et notamment sur la question du risque au travail et de la santé au travail. C'est absolument effroyable. Et je pense qu'on laissera méditer tous ceux qui nous écoutent et qui suivent cet entretien là-dessus. Si justement les gens qui nous écoutent veulent en savoir un petit peu plus sur cette santé au travail et l'impact de l'industrie sur cette santé au travail, 19e, 20e siècle, tu peux les orienter vers
Quoi? Alors, vraiment en toute, Tu peux faire de l'autopromo, voilà, vas-y. j'allais dire, toute honte bue, je les orienterai évidemment vers mon livre que tu as cité tout à l'heure, hein, Blanc de plomb, Histoire d'un poison légal, qui porte donc sur la question de la peinture au plomb, de sa fabrication jusqu'à son usage, donc à la fois les ouvriers de l'industrie et les peintres en bâtiment, et qui, au-delà de ça, pose vraiment toutes les questions que j'ai abordées aujourd'hui, c'est-à-dire finalement ces questions d'acceptation, de conception, qui évoluent avec le temps, de ce qui est tolérable et de ce qui n'est pas tolérable. Donc c'est un livre qui à la fois porte sur un secteur industriel, mais qui en fait cherche à comprendre les articulations entre les savoirs scientifiques, les savoirs profanes des ouvriers, les industriels, la manière dont ils se positionnent, comment l'État se positionne, quels sont les différents acteurs, quels médecins peuvent jouer des rôles positifs, négatifs dans cet accommodement collectif. Donc c'est un livre qui dépasse très très largement une histoire d'un produit en fait, hein, qui est ce plomb dans la peinture. Donc voilà, donc c'est un livre qui est paru aux presses de Sciences Po en 2019. Au-delà de ça, il y a deux livres que je voudrais citer qui me semblent absolument fondamentaux. Un qui est un livre d'un sociologue qui s'appelle Pascal Marie-Chalard. Et le livre s'appelle « Qui a tué les verriers de Givors ?» qui est un livre qui est sorti en 2017 à la Découverte, qui est un livre absolument formidable, donc fait par un sociologue, mais qui a une dimension historique aussi, et qui s'intéresse au travail dans la verrerie, donc dans la région lyonnaise, mais ce à quoi il s'intéresse, à partir du fait que c'est un sociologue qui a suivi en fait des malades du travail, des ouvriers qui avaient des cancers et qui essayaient en fait de faire reconnaître leur maladie en maladie professionnelle, et bien qui s'intéresse justement à cette question de comment, alors qu'une législation existe, je ne l'ai pas dit, mais en France, depuis 1919, on reconnaît des maladies professionnelles, et on en est à 100 aujourd'hui, hein, la dernière reconnue étant le Covid. Donc, comment dans un pays où il y a des lois qui reconnaissent les maladies professionnelles, même quand on a une de ces maladies-là, il faut faire un parcours du combattant pour être reconnu en maladie professionnelle. Et c'est un livre absolument passionnant, qui se lit comme un roman policier, qui est formidable. Et le deuxième ouvrage que je voudrais recommander, c'est un livre qui vient de sortir il y a quelques mois, en 2023, qui s'appelle « Mourir de son travail aujourd'hui », qui est un livre d'Anne Marchand. Anne Marchand, elle est à la fois historienne et sociologue, et elle a fait une thèse magnifique dont une partie est cet ouvrage, qui s'appelle donc « Mourir de son travail aujourd'hui », et qui justement réfléchit en perspective historique sur ce que c'est aujourd'hui que cette acceptation du fait qu'on peut continuer à mourir de son travail aujourd'hui, dans l'état de richesse dans lequel on est, dans l'état aussi où existe une législation, une réglementation, et que pourtant on continue à mourir de son travail. Donc ça, c'est deux ouvrages qui me tiennent beaucoup à cœur. Merci en tout cas pour ces recommandations. Est-ce que tu souhaiterais dire un petit mot, voilà, quelque chose, un aspect conclusif peut-être à cet entretien que tu nous as accordé pendant un peu plus d'une heure et demie maintenant? Peut-être deux choses. La première, elle me concerne moi, c'est essayer parce que j'ai retracé mon parcours initialement et j'ai essayé d'expliquer ces sauts de puce en fait qui m'ont amené à travailler sur ce sur quoi je travaille aujourd'hui. C'est dire qu'aujourd'hui, j'ouvre un nouveau chantier de recherche autour de la question de la respiration, qui me semble être une dimension intéressante parce que finalement, respirer, c'est ce que font les ouvriers sur le lieu de travail et c'est souvent ça qui les rend malades, que ce soit sur des toxiques, sur de la silicose ou etc. Mais respirer, c'est aussi évidemment une activité humaine dont on ne peut pas se passer, mais évidemment, ça englobe aussi toutes les questions de pollution atmosphérique. Et finalement, voilà, c'est pour montrer aussi comment j'évolue et mon travail évolue à travers ce parcours. Et donc, voilà, je vais travailler maintenant sur ces questions de respiration et comment la respiration induit en fait les rapports entre le corps humain et l'extérieur, et donc à la fois l'air pollué, l'air intérieur, l'air extérieur, voilà. Et je trouve que c'est intéressant. Puis respirer, c'est aussi ce qu'on a envie de faire politiquement. Donc je trouve que c'est intéressant et ça rejoint évidemment ça. C'est aussi ce qui a été beaucoup évidemment en jeu dans le Covid. Et donc ce travail, il tient évidemment encore une fois beaucoup au contexte que la pandémie nous a amené à poser la question de la respiration, et peut-être avec les masques qu'on a tous portés et qu'on porte peut-être de temps en temps encore maintenant, rendu en fait consciente la question de la respiration, parce que le masque, ça gêne la respiration, et c'est quelque chose qui nous a fait nous rendre compte qu'on respirait en fait, alors que finalement, le fait de réaliser qu'on respire est souvent réservé aux gens qui ont du mal à respirer.
hein, que ce soit les asthmatiques pour les questions de pollution ou que ce soit les silicosés. Et donc, voilà, ça c'est le chantier que sur lequel je suis en train de travailler maintenant. Et puis d'autre part, terminer simplement peut-être sur quelque chose qui est, je veux, à la fois optimiste parce que c'est mon caractère et en même temps très pessimiste sur le fait que finalement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises au cours de cette interview, les mécanismes sont toujours les mêmes, quoi. Et que les mécanismes que j'ai mis au jour, moi, sur le 19e siècle avec le plomb, ce sont les mêmes aujourd'hui sur les produits toxiques. On va commencer là dans les jours qui viennent à s'intéresser aux PFAS, hein, donc à tous ces produits qui sont dans les poêles Téflon, le Téflon, les poêles Tefal, tous ces produits qui maintenant ont pollué l'air, le sol et les eaux de manière absolument effroyable. Et qui sont hyper toxiques. Et voilà, et en fait, le même jeu se rejoue systématiquement. Et donc, c'est à la fois complètement déprimant, parce qu'on se dit que finalement, l'histoire ne sert pas à comprendre et à agir mieux, mais c'est en même temps évidemment un peu rassurant de se dire que justement, si l'histoire elle sert à comprendre, et ce qu'il faut évidemment, c'est qu'il faudrait qu'elle serve à aider à se mobiliser, parce que c'est vrai que si on continue à être nous aussi population dans cette acceptation assez générale, il se passera pas grand-chose, quoi. Voilà. Un beau message envoyé à tous. J'espère que vous avez bien ouvert vos oreilles. En tout cas, merci encore, Judith, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps, alors qu'il est très précieux et que tu as beaucoup de copies à corriger. Merci beaucoup à vous. C'était passionnant. Bon, super. Et alors voilà, à bientôt peut-être. Et bravo pour tout ce que vous faites.